Mesdames, Messieurs, bonjour. Un plaisir de vous avoir avec nous sur vos petits écrans, devant vos petits écrans, j'allais dire d'ailleurs, pour nous suivre. Aujourd'hui, mardi, c'est bien santé. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est toujours un sujet d'actualité parce qu'il y a tellement de maux dont souffrent beaucoup de personnes que c'est difficile d'en choisir. Néanmoins, nous avons voulu vous parler aujourd'hui des hémorroïdes. De quoi il s'agit exactement lorsqu'on en souffre? Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Parce que bon nombre de personnes en souffrent, mais traiter, en guérir devient problématique et ça dure sur des années. Aujourd'hui, le médecin, notre médecin habituel sur le plateau va nous en expliquer les contours, les pourtours et surtout comment faire pour pouvoir l'éviter au maximum. Félicien Edon, bonjour. Bonjour, amis téléspectateurs, bonjour Dame Brunel. Comment allez-vous? Je me porte très bien. Merci d'être avec nous encore ce matin. Vous êtes venu accompagner Dr Félicien Edon. Nous avons aujourd'hui avec nous David Dansou, bonjour. Bonjour madame. Vous allez bien? Ça va, et vous? Très bien également. Vous êtes agent commercial. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin et d'avoir accepté de faire un petit témoignage sur notre sujet du jour, les hémorroïdes. Docteur, c'est déjà quoi l'hémorroïde? Merci pour le thème du jour, parce que aujourd'hui l'hémorroïde devient un sujet devient de plus en plus récurrent et que presque beaucoup en souffrent dans le silence, oui, ou déjà au stade où c'est compliqué, ils se sont déjà retrouvés au bloc opératoire. C'est bien d'en parler pour que les gens qui ont déjà les signaux dès le départ maintenant commencent par faire attention pour ne pas arriver à ce stade de bloc opératoire. Alors, si on doit parler d'hémorroïdes, en fait, c'est un langage qu'il faut savoir que tout le monde a ce qu'on appelle hémorroïdes en griffe. Oui. Donc, c'est deux catégories de groupes de vaisseaux qui permettent de gérer l'anus en griffe. Alors, il peut arriver que dans ces vaisseaux-là qui dirigent le canal anal, se retrouve à prendre plus de volume qu'il ne faut. Dans ce temps-là, on va parler alors d'hémorroïdes. D'accord. Donc c'est le volume. C'est le volume. C'est le volume. Donc c'est une dilatation pathologique en fait des vaisseaux qui irriguent le canal anal. Ça peut être ceux qui sont en haut de la ligne pectinée, qu'on va dire hémorroïdes internes, et ceux qui sont en bas de la ligne pectinée, qu'on va parler d'hémorroïdes externes. Donc si on va faire de façon simple, c'est ça qu'on appelle hémorroïdes. Très bien. Mais avant même de parler de la maladie, vous avez dit que ce sont deux catégories de vaisseaux qui gèrent le canal anal. Alors, ça sert à quoi? Ces deux vaisseaux, naturellement, tous les organes sont irrigués et nourris. Donc, ces deux vaisseaux permettent de nourrir le rectum, généralement. Mais ça peut arriver que dans une situation que le volume devient trop grand et là, ça va empêcher d'effectuer son rôle normal. Du coup, la personne avec qui c'est plaisir, c'est augmenter de volume, va pas sentir des signes en bas, faire référence à la personne a de l'hémorroïde. Très bien. Alors justement, cette dilatation des vaisseaux et autres, c'est causé par quoi? Avant d'en arriver à c'est causé par quoi, il faut comprendre comment ça arrive. Parce que si on comprend comment ça arrive, on peut déjà se faire une idée de qu'est-ce qui peut causer ça. Alors, généralement, les hémorroïdes sont causés par en fait, une pression répétée. J'ajoute le mot répété. Une pression, ce n'est pas que c'est une seule fois que ça va se passer, non. Mais que ça devient une pression de façon répétée et constante sur les veines qui irriguent les veines qui sont en train de nourrir, je vais dire, le canal anal. Si cette pression-là de façon répétée, alors les vaisseaux également vont, dire, plus la pression est élevée, plus les canaux anal également reçoivent plus de vascularisation, c'est-à-dire le sang vient s'engorger au niveau de ces vaisseaux, et plus ces vaisseaux vont prendre de volume. C'est comme si les gens qui font du poids, et qui prennent les poids lourds là, vous allez voir qu'ils ont les muscles qui se développent, les vaisseaux sortent au niveau de la peau, vous voyez très bien les traces. Alors quand c'est comme ça, c'est exactement ça arrive au niveau du canal anal. Donc quand les vaisseaux vont commencer par apparaître, les traces vont commencer par apparaître, vu qu'on ne les voit pas directement, là, comme c'est la nuit, c'est que c'est quelque chose qui doit passer, c'est pas comme la peau, là ça fait très très mal, c'est là maintenant on dit que les hémorroïdes commencent par s'installer. Alors, dans l'hémorroïde interne, généralement, parfois on ne sent pas beaucoup de signes, on va y revenir, mais c'est dans l'hémorroïde externe, comme c'est la peau qui intervient, la peau avec les terminaisons nerveuses, ça fait très très mal, c'est là que ça devient une maladie invalidante pour certaines personnes, même se rendre au boulot, même rester assis, ça devient une équation difficile. Donc, si on se dit déjà que tout ce qui peut mettre une pression sur le canal anal
peuvent provoquer l'hémorroïde, là, on peut déjà commencer par faire une idée de qu'est-ce qui peut donner de l'hémorroïde. Alors, si nous allons commencer par citer ce qui peut provoquer une hémorroïde, on va dire plutôt les facteurs de risque. Donc, on ne va pas dire que c'est ça qui cause. D'accord. Mais ça va participer à avoir de l'hémorroïde. Alors, la première chose, comme je l'ai dit, soit il y a un obstacle à la circulation du sang qui quitte le haut pour aller vers les bas, la veine cave inférieure et la veine porte. Ces deux gros vaisseaux qui permettent d'irriguer tout ce qui est en bas et de ramener tout ce qui est en bas vers le haut. Donc, toutes ces deux veines-là qui permettent de ramener les sangs qui ont été déjà utilisés sans l'oxygène vers le cœur en haut. S'il y a un obstacle qui bloque le retour veineux là vers le cœur, vous allez constater que là, les sangs vont commencer par s'accumuler dans ces veines au niveau, et particulièrement au niveau anal. Et là, ça va provoquer un gonflement de ces veines au niveau anal, ça va donner l'hémorroïde. Alors, qu'est-ce qui peut provoquer la compression de la veine cave inférieure ou de la veine porte? C'est la grossesse. Ah, d'accord. Donc, lors d'une grossesse, on peut développer l'hémorroïde sur la grossesse. D'accord. C'est pour ça, généralement, on conseille aux femmes enceintes de se coucher sur le côté gauche, surtout sur les côtés ou le côté gauche de préférence. Ça permet de libérer les gros vaisseaux là, pour permettre aller-retour du sang. Mais lorsque vous couchez sur le côté droit ou sur le dos, le poids du fœtus va comprimer la veine cave inférieure. Et là, votre anus également va en payer le prix, puisque le sang ne remonte pas comme il le faut. Non seulement vous allez voir les pieds vont commencer par se gonfler, mais également la façon dont ça se gonfle également, la même façon, les veines au niveau du canal anal également commencent par se gonfler. Là, vous allez avoir que l'aller au sel devient une équation également difficile. Et ça fait mal, ça gratte, c'est comme ça que ça commence, et puis la personne, ça peut totalement sortir et donner une hémorroïde qui est totalement sortie. Et là, c'est difficile. Okay. Alors, en dehors de la grossesse, on peut descendre sur des épisodes pathologiques comme les épisodes physiologiques, je vais dire. D'abord, comme il y a des femmes qui règlent tous les mois. Régler tous les mois peut amener des douleurs pelviennes pour certaines femmes. Et cette douleur-là, plus vous avez mal, plus vous essayez de mettre la pression sur le ventre pour garder, c'est-à-dire les positions antalgiques que la femme recherche pendant les douleurs pelviennes, surtout pendant les menstrues, les dysménorrhées et autres, peut amener la femme à développer également de l'hémorroïde. De façon physiologique. Oui. Donc, si vous avez souvent des dysménorrhées, vous risquez d'avoir les hémorroïdes. Voilà. Comme quelqu'un l'a dit, la femme, c'est quelque chose. Franchement, hein, parce que déjà la grossesse... C'est pas facile d'être femme. Non. Alors, si je continue, quand je disais tout à l'heure que c'est une pression de façon répétée, il y a des gens qui consomment certains repas ou mangent certains trucs et puis ils sont tout le temps constipés. Ou il y en a qui sont tout le temps en train d'aller à la selle 2-3 fois par jour, pensant que c'est parce que je mange que je vais à la selle. Plus vous sollicitez l'anus, plus les vaisseaux également seront irrigués et ramener le sang vers le haut va devenir un travail de trop pour le canal anal. À un moment donné, il va se fatiguer et le sang va s'accumuler là, vous aurez l'hémorroïde. La constipation, le seul d'abord, a deux problèmes. Pour que les selles puissent passer, il faut faire une pression abdominale. Et cette pression que vous faites, ça va mettre tous les organes, ça descend tout vers le bas. Et il faut une force pour l'organisme pour ramener le sang vers le haut. À l'encontre de votre pression, là, le plexus anal hémorroïdaire va prendre forcément de volume. Plus vous êtes constipé, plus vous faites l'hémorroïde. Deuxième problème, c'est que quand les selles vont réussir à descendre dans le canal anal, la dureté, la façon dont c'est dur, c'est la même façon, ça va agresser ces plexus et ça va créer des lésions et que le sel va sortir même avec des traces de sang. Et vous allez voir qu'il y a des films de sang rouge vif sur les selles. Bon, ça suppose que les gens regardent les selles quand ça sort. Bien sûr. Si vous ne regardez pas, vous n'allez pas remarquer déjà qu'il y a déjà des traces de sang sur les selles. Il faut faire attention parce que le plexus hémorroïdaire est déjà lésé. Et là, vous risquez d'avoir de l'hémorroïde. Alors, il y a aussi, si je dois avancer, les modes de vie. Il y a certaines personnes, comme je le dis souvent sur ces plateaux, s'asseoir, travailler, fini, on rentre à la maison. Oui, toute la journée, pendant 9h, 10h. Jusqu'à 18h, jusqu'à 20h, d'autres jusqu'à 0h même. Avant de rentrer, on rentre, c'est trouver quelque chose à manger directement au lit. Donc, on n'a pas l'habitude de faire des exercices physiques, donc on est tout le temps sédentaire. Vous voyez la position assise, quand vous asseyez, vous allez sentir que votre anus est toujours sollicité en permanence. Et ce réflexe-là,
Si vous ne faites pas des activités physiques pour permettre l'aller-retour du sang facile, vous allez développer de l'hémorroïde à cause de votre boulot, à cause de votre profession, qui est tout le temps en position assise. Vous pouvez développer de l'hémorroïde parce que vous faites un métier qui reste tout le temps assis. Assis. De la même façon, il y a des gens qui, quand ils mangent un repas, ils savent directement que ce repas, Ça va créer des ennuis. ça va créer des ennuis, mais ils ne vont pas, parce qu'ils se disent qu'il faut faire C'est le péché, c'est le péché mignon, les tentations au niveau de la nourriture, on y cède parfois. Parfois, là, ça peut créer des vrais dangers. Bon, il y a des gens qui aiment manger de l'épice. On sait de toute façon, quand vous mangez de l'épice, vous-même pour aller au sel. Bon, vous ressentez les dégâts. Vous ressentez les dégâts. Vous aimez de l'alcool, vous aimez du tabac, vous pouvez même prendre du café fort. Le café, c'est l'hémorroïde qui vous attend. Les produits de charcuterie, donc tout, j'en ai parlé ici la dernière fois, tout ce qu'on retrouve sur la table au niveau de la charcuterie, ça peut provoquer de l'hémorroïde. Alors, il y a des gens qui n'aiment pas manger des fruits et des légumes. On préfère manger tout ce qui est gras, on peut manger tout ce qui est huileux. Et en mangeant ces repas, forcément, l'organisme doit tout faire pour l'éliminer. En éliminant, plus vous sollicitez votre anus, également plus vous avez le risque de développer de l'hémorroïde. Très bien. Alors, il y a maintenant un élément important que j'ai séparé des causes, c'est l'obésité, qui déjà avec le poids, ça demande beaucoup plus de force à l'organisme pour irriguer, amener le sang oxygéné, nourrir tous les tissus, maintenant ramener le sang au niveau du cœur. Plus la masse adipeuse est importante, plus ce retour-là est difficile. Et là, plus c'est difficile, c'est tout au niveau de tous les systèmes, que ce soit périphérique, que ce soit au niveau anal également. Ce même phénomène s'observe et le retour vers nous est difficile et le sang va alors s'accumuler au niveau de l'anus et parfois même former des caillots au niveau de ces plexus-là et qu'on va y revenir, qu'on appelle le thrombose hémorroïdaire. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Dr Félicien Adjoun. Nous avons essayé donc de revenir sur les causes et déjà ce que c'est que la maladie. Nous avons avec nous, je l'avais présenté, David Dansou. Alors, qui en souffre ou bien qui en a souffert, David? Voilà, j'en ai souffert. D'accord, très bien. Sur longue durée. Sur une longue durée. Comment ça s'est passé? Quand est-ce que vous avez découvert cela? Voilà, j'ai découvert cette maladie hémorroïdaire à la veille des examens du bac 2012. Voilà, c'était jeudi matin, je me suis levé, je devais aller à la selle. Oui. Et j'ai constaté que le sang sortait. Bon, étant ignorant de la maladie, je suis allé voir une dame, je lui ai demandé, mais voilà, elle me dit peut-être que c'est une infection digestive. Donc on a pris des comprimés pour une infection digestive, mais ça ne se sait pas. Une dame, quand vous dites, vous êtes allé voir une dame... C'est une dame, elle est dans la même maison que moi en fait. C'est une aînée à moi. Mais elle n'est pas dans le système de santé. Non, elle ne travaille pas dans un hôpital, par exemple. C'est un étudiant. C'est une étudiante d'ailleurs, voilà. Donc elle m'avait conseillé, elle m'avait dit peut-être que c'est une infection digestive, que d'aller prendre des comprimés pour l'infection digestive. Donc on avait essayé de prendre certains comprimés dans le temps, mais ça ne marchait pas. C'est là que j'ai appelé ma maman, il a dit, mais c'est comme ça, j'ai constaté telle chose. Elle me disait que c'est ce qu'on appelle hémorroïdes. Voilà. Mais j'en ai souffert des deux. Hein. Ah, interne et externe. Voilà. Parce que dans le temps, si je vous dis la vérité, durant toutes les compositions, j'étais en couche. Hein. Parce que je devais composer lundi. Oui. Ça a commencé jeudi. Donc vous imaginez, j'avais composé dans une douleur. Vous savez, c'est douloureux. Voilà. Alors, lorsque votre maman vous en a parlé, qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes allé à l'hôpital? Je n'étais pas allé à l'hôpital. Je n'étais pas allé à l'hôpital et c'est quand j'avais fini de composer que je suis allé au village. Je suis allé voir mon grand frère pour... Et là, on a fait des tisanes traditionnelles là. Et j'en avais pris. Mais ça a cessé. Mais ça a repris. C'est que c'est une maladie, chez moi, c'est résidive. Voilà, ça a résidivé. Voilà. Ça a résidivé sur une longue période. Ça dit, j'ai traîné cette maladie sur à peine sur 9 ans. Wow. Sur 9 ans, c'est une maladie qui me revenait chaque 2 mois. Je vais dire chaque 2 mois. Et c'est vraiment pénible. Et vu que je suis agent commercial aussi également, je devais conduire aussi moto, vous voyez un peu. Pour aller rencontrer les gens, négocier. J'étais obligé de m'asseoir sur une fesse. Il faut s'asseoir sur une fesse également pour pouvoir conduire moto. Ce que je vous dis, c'est des douleurs vives, hein, c'est ce que je vous dis. Et à un moment donné, même, je perds mes habits parce que quand je m'habille comme ça, une seule fois, je sors, et je constate après que c'est taché, et le sang est partout. Et c'est fini, c'est mort, ça. Un peu comme une femme qui a ses menstrues, voilà, c'est compliqué. Et c'est là, un jour, j'ai un ami, souvent il m'appelait Couchman.
Quand il m'appelle souvent, quand il lui dit que je suis malade, il me dit que couche man. C'est là, c'est un peu ça. D'accord. Alors, est-ce qu'actuellement, avec peut-être les explications du docteur, vous avez finalement vu une clairvoyance sur les causes chez vous? Oui, Ce qui a vraiment causé. Ce qui a vraiment causé ça, je l'ai constaté. Chez moi, je peux dire d'abord, ça vient du stress d'abord. Parce que j'ai constaté que chaque fois à la veille d'un examen ou bien même à l'université également, quand j'étais encore à l'université, chaque fois quand il y a composition ou bien quelque chose comme ça, là, ça déclenche immédiatement l'hémorroïde parce que j'avais une peur en moi et c'est ça qui déclenchait au moins dans le temps. Mais mis à part ça, vous savez que en étant étudiant, il faut manger du gari, hein, il faut prendre des haricots aussi. On ne se nourrit pas bien. Voilà, donc voilà, il y avait la mauvaise alimentation aussi également qui était à la base, qui favorisait en fait cette maladie. Très bien. Voilà. Alors, docteur Edouin, il n'était pas allé à l'hôpital, c'est dire que c'est peut-être une habitude ou quelque chose que beaucoup de personnes font parce qu'ils se rendent compte ou bien parce qu'ils se disent, peut-être à cause de la honte justement, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas allé à l'hôpital? En fait, dans le temps, on m'avait dit, bon, quand tu vas à l'hôpital, ils vont demander à ce qu'on t'opère, il y a un séance d'opération, tout ça là-bas. Moi, je me suis dit, pourquoi aller m'opérer pour une simple maladie comme l'hémorroïde? Donc, le mieux, c'est d'utiliser les tisanes traditionnelles pour pouvoir m'en débarrasser. Aujourd'hui, vous êtes suivi par un médecin? Non, mais je n'avais pas. J'avais juste, je peux dire, bon, voilà, d'après l'explication du docteur, il avait dit qu'il faut manger les fruits et légumes. Oui. Donc, j'ai appliqué ça et j'ai évité certains repas, beaucoup de repas d'ailleurs. Jusqu'aujourd'hui, je ne mange pas certaines choses. Et vous voyez, les gluants, par exemple, je n'y touche pas. Même les aliments comme... Bon, je n'y touche pas. Je ne touche pas aussi du pain, par exemple. Les aliments fabriqués à base du blé, par exemple, je n'y touche pas pour éviter la constipation. Et ils m'ont conseillé aussi de boire assez d'eau. Oui. Donc, j'ai juste ce régime-là maintenant également. Docteur Edouin. Oui. D'abord, je vais parler sur toujours ces facteurs déclenchants comme les veilles des examens avec la peur. Oui, en fait, le stress, Oui. Qu'est-ce que le stress fait? Ça augmente, ça accélère les battements du cœur. Plus ça accélère les battements du cœur, c'est-à-dire lui-même le confort dans lequel il se retrouve. Vous savez que le stress provoque la constipation. Le stress, ça va entraîner un ralentissement de retour veineux. Ça veut dire le cœur pompe le sang, il envoie, mais le retour veineux n'est pas aussi, n'accompagne pas chez lui particulièrement, comme il est déjà hémorroïdaire. Du coup, quand il se met dans cette situation de stress-là, rapidement, le système trouve un décalage entre l'aller et le retour, et rapidement, son hémorroïde se déclenche. Et effectivement, dans les traitements, d'abord, ce n'est pas seulement d'aller opérer. Voilà. Et supposons, imaginons que dans sa situation, et que le sang ne s'arrêtait pas du tout, et qu'il perdait du sang, il va se retrouver fatigué. En se retrouvant fatigué, c'est que son hémoglobine va totalement chuter. Là, dans ces cas-là, il n'y a pas moyen. Il faut aller arrêter les parties qui saignent. Ça là, vous allez vous retrouver au bloc. Si vous ne arrêtez pas, si vous ne clampez pas les vaisseaux qui saignent, le sang ne va jamais s'arrêter. Si le sang ne s'arrête pas, la personne peut mourir d'une anémie. Donc, avec le temps, pour lui, c'est arrêté. Et puis, tout est rentré dans l'ordre. Il suffit de respecter d'abord les premiers éléments, c'est d'abord l'alimentation. Comme je le disais, ces alimentations-là, qu'on va y revenir sur comment éviter l'hémorroïde. Très bien. Alors, au niveau de cette maladie, on a parlé des causes, les signes et autres. Est-ce que c'est, à part le sang qu'on voit, peut-être à un moment donné qui ne s'arrête plus du tout, quels sont les autres signes? Vous devez savoir d'abord que l'hémorroïde peut ne pas donner des signes d'un coup, pendant un bon moment. Mais il y a des signes un tout petit peu que ça provoque déjà, que la personne même peut sentir déjà que j'ai quelque chose qui ne va pas. Alors, l'hémorroïde donne 4 catégories de signes différentes. Le premier signe que ça donne, c'est les signes congestifs. Alors, qu'est-ce qu'on appelle des signes congestifs? C'est-à-dire que c'est une sensation de pesance, c'est-à-dire qu'on sent que l'anus c'est lourd. On sent que comme s'il y avait un poids au niveau de l'anus. Quand on est debout, on sent, qu'on est assis, on sent comme s'il y a quelque chose qui tire sur l'anus. Là, vous avez déjà les premiers signes de l'hémorroïde. Vous êtes en phase congestive. Cette phase-là, c'est-à-dire que le sang est en train de s'accumuler dans les vaisseaux des plexus hémorroïdaires et ça commence pas à se dilater. Donc, ça donne un poids au niveau de l'anus. Donc, quand vous sentez ça déjà, vous pouvez déjà dire que il y a un peu de sang, il y a un peu d'hémorroïde qui est en train de manifester un peu d'hémorroïde. Alors, parfois,
cette lourdeur peut s'accompagner de grattage au niveau de l'anus. D'accord, de la démangeaison. La démangeaison. Donc l'anus démange. Presque tout le temps, vous sentez qu'il y a quelque chose là et ça vous démange. Là, vous avez déjà la phase congestive d'une hémorroïde. Cette phase, par exemple, quand on vous prend cette phase, on n'a même pas besoin de traitement. On peut simplement vous dire de manger ci, manger ça, éviter ça, et puis tout rentre dans l'ordre. Donc ça va dégonfler complètement les vaisseaux du plexus et puis tout rentre dans l'ordre. Donc, alors, l'autre chose, c'est-à-dire, deuxième signe que ça peut provoquer, c'est-à-dire lorsque vous êtes tout le temps en train de vous exposer aux facteurs qui vont contribuer à développer l'hémorroïde, le sang va continuer à s'accumuler au niveau des plexus hémorroïdaires. Quand ça s'accumule maintenant, le sang qui est beaucoup là n'arrive pas du tout à remonter. Vous savez, quand le sang est beaucoup quelque part où il ne devait pas être, ça va former des caillots. Absolument. Donc ça va former un caillot. Ces caillots-là maintenant va boucher maintenant tout l'arrivée même du sang. Là, on parlait de thrombus hémorroïdaire. Donc là, dans ces cas-là maintenant, si le sang, il n'y a pas un moyen pour faire fondre ces caillots, il faut aller enlever ça. Dans ces cas-là, vous allez vous retrouver forcément au bloc. D'accord. C'est pour ça qu'il faut toujours prendre en charge avant d'en arriver là. Parce que si vous arrivez là, vous refusez le bloc, vous allez finir là-bas. Et il faut prier pour que ça ne soit pas une partie de votre anus carrément qu'on va enlever. Oh. Oui, amen. Naturellement, si le sang fait former un caillot et qu'il n'y a plus de vascularisation, ça va commencer par gangréner. Si ça c'est gangrène, on est obligé de faire une ablation d'une partie, de la partie qui n'est plus vascularisée, de la partie qui n'est plus viable. C'est ça le risque. C'est pour ça, parfois, ça peut même vous conduire au décès. Parce que si vous ne faites rien, vous refusez d'aller faire opérer et puis la gangrène continue, on va vous mettre couche, mais ça ne va pas changer grand chose parce que c'est un endroit qui est septique. C'est-à-dire qu'il y a plein de microbes parce que c'est le passage là où les matières fécales passent. Du coup, même la cicatrisation est difficile. Parce qu'il y a tout le temps, vous allez manger. Oui. On ne va pas vous dire de ne pas manger. Pour manger, il faut forcément que les débris, tout ça évacue. Alors si ça doit passer et qu'il y a plaie là, vous imaginez déjà que c'est ce qui rend difficile la situation. Alors, l'autre type, c'est le sang dont vous parlez. Alors, dans les autres cas, il n'y a pas vraiment du sang. Du sang. Mais ici, vous avez du sang. Là, on parle de rétorragie. Donc ça veut dire que la veine est lésée et que le sang maintenant coule. Si c'est lésé, que ça coule et qu'il n'y a pas un moyen, après quelques signes d'essai, de faire l'hémostase et que ça n'a pas marché, il faut aller au bloc pour aller arrêter les vaisseaux qui sont en train de saigner. Il faut aller clamper, il faut aller cautériser ces vaisseaux pour permettre à ce que le sang s'arrête et ensuite maintenant on fait la prise en charge qui reste. C'est la partie qui rend difficile la situation et surtout quand vous avez l'hémorroïde externe, c'est plus rapide parce que c'est la partie qui est hors du canal anal et puis qui est exposée au dehors. Du coup, à s'asseoir va être difficile. Impossible même. Oui. Alors, dans toutes ces catégories-là, vous avez un dernier élément qu'on appelle le prolapsus anal. C'est-à-dire, à un moment donné, le vaisseau prend assez du sang. Ça devient lourd. Du coup, il va falloir c'est une pesanteur. Vous devez rester debout, vous devez rester assis. Donc, il faut que ça descende. Là, en descendant, il va tirer sur tous les éléments du canal anal et sortir complètement l'anus. Donc l'anus se retrouve dehors. Là, on parle de prolapsus anal. Là, il y en a quand on réussit à refouler, oui. Réductible. Mais à un moment donné, quand ce n'est plus réductible, il faut aller opérer pour remettre le canal anal à sa place et puis enlever tout ce qui est en train de tirer sur le canal anal pour permettre à ce que le canal anal retourne à sa place. Wow. Ce n'est pas une maladie simple. Maintenant, au-delà de ça, il faut savoir qu'en dehors des démangeaisons, il y a la douleur. Et la douleur, là, principalement, c'est au niveau de l'hémorroïde externe. À cause de sa position à la peau, des terminaisons nerveuses, vous devez savoir que l'anus, c'est la partie avec une terminaison nerveuse les plus riches. D'accord. Et du coup, plus il y a une petite plaie, plus ça fait excessivement mal. Oui. Ça fait très mal. Imaginons quelqu'un qui doit être un agent commercial qui doit se déplacer en moto sur les pavés de Cotonou, avec les secousses à chaque millimètre, c'est pas facile à vivre. C'est pour ça que quand on a les signes, il faut déjà s'y prendre dès le début, avant d'en arriver à la gravité, au thrombus ou au prolapsus hémorroïdaire. Très bien. Alors David, vous avez dit que vous avez souffert des deux, internes et externes. Comment vous l'avez su? Parce que vous avez dit que vous n'étiez pas quand même allé à l'hôpital. Voilà, donc j'avais mon anus qui était sorti aussi également. Et j'avais le sang, je saignais aussi. Voilà, c'était là on m'a dit, ça fait l'interne et l'externe. Parce qu'il y en a des gens qui en ont
qui ont souffert de ça à côté de moi. Et puis ils m'ont dit, voilà, que quand le sang sort, on appelle ça interne. Quand l'anus est sorti, on appelle ça l'hémorroïde externe. Et c'est la plus douloureuse. Hein. L'hémorroïde externe, là, c'est la plus douloureuse. Et ça m'a beaucoup secoué, cette maladie. Je vous le dis vraiment. Ça m'a beaucoup secoué. Oui, c'est à peu près ça. Oui. Parce que quand vous avez l'interne, comme je le disais, c'est une sensation de lourdeur, après peut-être quelques traces du sang. Mais sauf si la taille devient grande, ça va vouloir trouver un emplacement pour faire un pesanteur, c'est-à-dire comme en haut, ça doit descendre vers le bas. Du coup, c'est obligé de tirer sur tous les éléments et vous faire sortir tout complètement l'anus. Là, c'est l'hémorroïde interne, quand ça prend plus de volume, ça tire sur les éléments, ça vous fait facilement sortir. Mais l'hémorroïde externe, c'est déjà dehors. Parce que c'est sous la peau, et là, vous voyez déjà les boulets dehors. Mais quand ça sort, ça veut dire que l'interne est assez lourde et il ne peut plus rester à l'intérieur, donc ça va sortir complètement l'anus. Très bien. Alors, comment vous avez fait sur ces 9 ans, presque 10 ans? Parce que, si je comprends bien, vous n'êtes pas du tout allé à l'hôpital. Je ne suis pas allé. Mais pourquoi? Pourquoi l'hôpital? Parce que ça fait quand même des années. Normalement, après quelques mois, quand on sent que, bon, c'est toujours récidiviste et qu'on ressent toujours les mêmes choses, il faut quand même faire un tour à l'hôpital pour que ça ne marche pas. Ok, vous avez raison, totalement raison sur ce point, mais j'y ai pas pensé. Vous savez, quand on dit d'aller à l'hôpital aussi, effectivement, on m'a dit, vous savez, les médicaments traditionnels aussi sont très efficaces. Ceux qui en ont souffert, ils m'ont dit, fais ci, fais ça. Ça va marcher. Ça va marcher. Donc j'en ai utilisé, quand j'utilise, c'est que j'ai un soulagement un peu rapide, mais ça revient encore. Vous voyez, donc c'est ça qui m'a permis de tenir jusque-là. C'est les médicaments que j'ai utilisés. Mais juste aujourd'hui, après, dans les années, bon, en 2020, aujourd'hui, j'ai une satisfaction. Je peux dire qu'il y a une satisfaction totale parce que avant, c'était chaque 2 mois. C'était comme si j'étais en règle parce que vous savez, chaque 2 mois après, 2 mois après, je sais que, d'ailleurs, même si je... Vous vous attendez à ça? Déjà à ça. C'est que déjà, je m'attends déjà à ça. Je sais déjà que, bon, voilà, ça va venir et je m'y prépare. Donc, depuis un moment, voilà, j'ai plus ça. Et je vais bien et je mange maintenant. J'ai mangé la dernière fois du pain. Ah, vous avez mangé, vous avez osé manger du pain. Le dimanche passé seulement, j'ai pris du pain également. Mais je m'attendais que le lundi... qu'il y ait des problèmes. Mais je n'avais pas de problème. Parce qu'avant, en fait, quand on a hémorroïde, là, il y a ce qu'on appelle des fausses alertes d'aller à la selle, en fait. Qui sont fréquentes. Voilà, donc en voulant y aller, on fait beaucoup d'efforts, comme le dit le docteur, on fait beaucoup de pression sur l'anus. Et c'est ça qui fait que le sang sort abondamment aussi également et que l'anus sort aussi également. Parce que ça forme une boule au niveau de l'orifice extérieur de l'anus. Et c'est ça qui empêche de bien s'asseoir parce que la douleur, elle est vive et on a du mal à s'asseoir. Il faut s'asseoir sur une fesse des fois, il faut changer, il faut muter les fesses. Voilà. Et souvent, on n'est pas là, on est fatigué parce que pour manger même là, on se demande, il faut réfléchir avant de manger. Parce que tu te dis, mais tu vas manger aussitôt, mais ça va te demander encore d'aller à la selle. Donc, le mieux, c'est de rester à jeun pour éviter d'aller à la selle. Parce que ça fatigue au fait d'aller à la selle, ça fatigue. Très bien. Alors, docteur, qu'est-ce qu'on peut dire donc sur les conséquences de cette maladie? C'est la partie la plus difficile. Oui. Parce que quand l'hémorroïde est là, quand on sait qu'on a l'hémorroïde, et on a du mal à la selle, la première complication, c'est déjà physique. Comme il a dit, vous devenez pâle, vous ne mangez plus. Et celui qui ne mange plus, il commence par perdre du poids. Oui. Et quand tout le monde commence par se demander, qu'est-ce qui ne va pas? Il a quoi? Pourquoi il maigrit? Pourquoi il perd du poids? C'est les premières conséquences, c'est que vous perdez du poids. Parce que vous n'arrivez plus à manger. Parce que le fait de dire qu'on va manger, il faut aller à la selle. Et ce réflexe-là fait qu'on évite d'aller manger. Parce qu'on sait que si on va finir de manger, il faut aller à la selle, il faut aller l'éliminer. Et pour l'éliminer, c'est tout un calvaire. Donc, d'office, manger devient un problème. Donc, l'hyporexie va s'installer, l'anorexie va s'installer et l'amaigrissement s'ensuit. Alors, ça, c'est ce qu'on voit. Maintenant, c'est ce qu'on ne voit pas. Les conséquences psychologiques. Oui, c'est ça. Celui qui dit qu'il a hémorroïde et qui fait l'effort de ne pas manger, dans sa tête, tout ce qu'il voit, il va l'éviter. Ce qui va s'installer dans une routine et son cerveau va commencer par lui dire qu'il
faut pas manger, tu n'as pas besoin de manger. Si tu manges, tu iras, Aussi. tu vas souffrir. Alors, psychologiquement, la personne commence par développer un réflexe d'évitement de tous les repas. Il y en a qui vont carrément devenir, tout le temps, c'est de l'eau, ils boivent ou des petits trucs qu'ils mangent, et ils mangent pratiquement plus, et le poids commence par dégringoler, et puis ils vont se retrouver dans une malnutrition sévère, et vous allez croire qu'ils ont une maladie incurable, alors qu'en fait, c'était simplement de l'hémorroïde. Alors, l'autre chose, si un homme, les conséquences, c'est que la personne ne peut pas avoir une bonne érection. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. L'homme sait que pour se mettre en érection, il faut le réflexe anal. Il faut que l'anus soit retiré pour que les seins se lèvent. D'accord. Et si il y a un hémorroïde là-bas qui fait mal, il n'a pas envie de tirer sur l'anus. Et s'il n'arrive pas à tirer sur l'anus, il ne peut pas avoir une érection. Lui-même là, même derrière, il va éviter totalement de se rapprocher d'une femme parce qu'il sait que quand ça commence, ça fait très mal. Bon, pour la femme aussi, elle n'aura plus du tout envie. Eh oui, naturellement, parce que les efforts d'aller au sexe également, ça va créer les problèmes là. Et effectivement, dans les causes, il y a les facteurs de risque, il y a un élément que je n'ai pas cité qui est de l'actualité, c'est les rapports sexuels anal. Oui. D'abord, déjà ça agresse terriblement le processus hémorroïdaire et facilement vous allez avoir de l'hémorroïde. Ça, tous ceux qui font les rapports sexuels anal savent que l'hémorroïde, c'est non évitable quand on fait des rapports sexuels anal. Non évitable. Ouais, ça, on ne peut pas l'éviter. Ça va forcément y arriver. Certes, et ceux qui ont beaucoup plus de moyens ils savent comment prévenir, avec des produits par-ci, par-là. Donc, ils savent s'entretenir. Ça s'entretient et puis ça prend du temps, mais ça finit toujours par y arriver. Okay. Il n'y a pas un moyen pour dire qu'on va tout faire pour que ça n'arrive jamais. Il n'y en a pas. C'est pour ça la plupart aussi finissent en couche en fait, parce que le réflexe anal n'y est plus. Les sphincters externes et internes également sont totalement détruits, ce qui fait que plus les sphincters n'est plus là, comment vous voulez alors que le processus hémorroïdaire soit arrêté. Donc ces deux éléments sont ancrés dans le niveau du rectum, la partie inférieure du rectum. Et si c'est dégradé complètement, il n'y aura plus de ces vaisseaux qui vont agir comme il faut. Également, l'hémorroïde et le relâchement du sphincter également s'installe et la personne sera obligée d'être tout le temps en couche parce que plus rien ne sera retenu. Très bien. Alors, c'est bon pour les conséquences? Oui. Maintenant, au même moment, j'aime toujours à ce niveau faire une différence entre l'hémorroïde et quelqu'un qui a les plaies au niveau de l'anus. Oui, il y a une grande différence. Ça, c'est les fissures anales. Les fissures anales, c'est des plaies qui se dessinent au niveau de l'anus. Et ces plaies-là, peut-être, ordinairement, peut-être un repas qui provoque les plaies au niveau de l'anus en externe et que la personne a mal, c'est différent de l'hémorroïde. Ou bien lors des rapports sexuels anal, ça a provoqué des plaies. Ça ne veut pas dire directement que c'est de l'hémorroïde. Non. Il faut qu'on fasse la différence. Ça aussi, ça peut saigner. Ça peut être ça aussi qui saigne, qui donne du sang. Mais ce n'est pas encore de l'hémorroïde. Ça, c'est juste une fissure anale qui saigne, qui donne la douleur, qui donne tous les signes, qui peuvent faire simuler que ce soit une hémorroïde, alors que ce n'est pas une hémorroïde. Quand on sort des amens, en position qu'on appelle mahométane, on voit clairement qu'il y a des plaies au niveau des berges anales, mais pas que le processus hémorroïdaire est touché. Là, ça permet de faire la différence. Il faut aller se faire examiner. Et la position des examens aussi, ce n'est pas agréable. Oui, je comprends. Alors, David, quelles sont les conséquences que la maladie a eues sur vos activités? Je suppose que vous n'avez pas pu réellement travailler pendant cette période. Ou bien c'était intermittent? Voilà, pendant cette période-là, ça avait une conséquence directe sur mes études d'abord. D'accord. J'ai perdu d'abord ma bourse d'étudiant dans le temps. Comme ça, parce qu'en plein examen, comme ça, j'ai eu l'hémorroïde interne. Oui. Accompagné de l'externe. J'ai les deux qui viennent au même moment. Voilà, ça a fait que j'ai raté les compositions et j'ai eu des mauvaises notes également. Pour les compositions qui ont suivi. Voilà, donc ça m'a fait ça m'a causé beaucoup de tort. Voilà, et aussi également dans le côté professionnel aussi, j'ai du mal à me sentir bien pour travailler avec les partenaires. Parce que je suis souvent mal à l'aise quand je suis devant eux, mais eux, ils ne savent pas de quoi je ressens. Mais ils me demandent, mais vous avez quoi? Mais je me dis, bon, ça va. C'est juste que je n'ai pas bien dormi la nuit. J'écris juste. En tout cas, ça a beaucoup agi sur mon travail surtout. Très bien. Et la famille, disons, le soutien de la famille et autres? Oui.
Le soutien, la famille m'a beaucoup soutenu parce que tout le monde me cherche des remèdes. Oui. Tout le monde, quand il me voit, me dit bah, on m'a dit telle chose, il faut essayer ça là, il faut essayer ça là, il faut essayer ça là. Mais récemment, c'est une amie qui m'a envoyé un remède là, qui a coupé d'abord l'hémorroïde interne. Voilà, c'est à partir de là, maintenant, j'ai pu vous sentir un peu mieux. Un peu mieux pour m'occuper de l'externe. Et là, jusque-là, je vous dis la vérité, c'est que je me sens bien. Ça va. Ça va. Ça va. Très bien. Alors, je sais que je dois vous libérer pour vos activités professionnelles. Disons, pour vous, aujourd'hui, quelles leçons peut-être vous en avez appris? Quelles sont les dispositions que vous mettez en place aujourd'hui pour justement ne plus trop revivre la situation? Voilà, pour ne plus revivre cette situation, je me suis dit, il faut contrôler mon alimentation. C'est ce que je fais d'ailleurs. Je contrôle tout ce que je mange. Je ne mange plus comme tout le monde. Voilà, je ne bois plus comme tout le monde. J'essaie d'éviter ça. Voilà, donc c'est ce que je suis en train de faire. Donc quand les amis sortent en boîte ce week-end... oui, je suis là avec eux, je chante, mais vous savez, c'est moi qui organise tout. Je fais tout possible pour être l'organisateur, mais je ne prends pas tout avec eux. C'est ça le problème, ce que je fais actuellement. Et ça marche. J'ai constaté que ça marche ainsi. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, David Dansou. Merci beaucoup, madame. Et je vais vous libérer avec le clip du jour. Passez une excellente journée. Et passez une bonne suite de vos travaux de ce matin. Merci. Merci beaucoup et à très bientôt. À très vite. Okay. Enfant béni de Dieu, par sa grâce il accomplit toujours mes vœux. Tout ce que je touche rend les gens heureux. Il fera encore plus cette nouvelle année. J'ai eu un peu de temps ce que je n'aurais pu imaginer. Il m'a élevé faisant de moi un chevalier. Ce qu'il a fait pour moi il le fera aussi pour toi. Oh. Par sa grâce je suis devenu un témoignage. Le premier signe que ça donne, c'est les signes congestifs. Alors, qu'est-ce qu'on appelle des signes congestifs? C'est-à-dire que c'est une sensation de pesance, c'est-à-dire qu'on sent que l'anus c'est lourd. On sent que comme s'il y avait un poids au niveau de l'anus. Quand on est debout, on sent qu'on est assis, on sent comme s'il y a quelque chose qui tire sur l'anus. Là, vous avez déjà les premiers signes de l'hémorroïde. Vous êtes en phase congestive. Cette phase-là, c'est-à-dire que le sang est en train de s'accumuler dans les vaisseaux des plexus hémorroïdaires et ça commence pas à se dilater. Donc ça donne un poids au niveau de l'anus. Donc quand vous sentez ça déjà, vous pouvez déjà dire que il y a un peu de sang, il y a un peu d'hémorroïde qui est en train de manifester un peu d'hémorroïde. Alors parfois, cette lourdeur peut s'accompagner de grattage au niveau de l'anus. D'accord, de la démangeaison. La démangeaison. Donc l'anus démange. Presque tout le temps, vous sentez qu'il y a quelque chose là et ça vous démange. Là, vous avez déjà la phase congestive d'une hémorroïde. Cette phase, par exemple, quand on vous prend cette phase, on n'a même pas besoin de traitement. On peut simplement vous dire de manger ci, manger ça, éviter ça, et puis tout rentre dans l'ordre. Donc, ça va dégonfler complètement les vaisseaux de plexus et puis tout rentre dans l'ordre. Donc, alors, l'autre chose, c'est-à-dire, deuxième signe que ça peut provoquer, c'est-à-dire lorsque vous êtes tout le temps en train de vous exposer aux facteurs qui vont contribuer à développer l'hémorroïde, le sang va continuer à s'accumuler au niveau des plexus hémorroïdaires. Quand ça s'accumule maintenant, le sang qui est beaucoup là n'arrive pas du tout à remonter. Vous savez, quand le sang est beaucoup quelque part où il ne devait pas être, ça va former des caillots. Absolument. Donc ça va former un caillot. Ce caillot là maintenant va boucher maintenant tout l'arrivée même du sang. Là, on parlait de thrombus hémorroïdaire. Donc là, dans ces cas-là maintenant, si le sang, il n'y a pas un moyen pour faire fondre ces caillots, il faut aller enlever ça. Dans ces cas-là, vous allez vous retrouver forcément au bloc. D'accord. C'est pour ça qu'il faut toujours prendre en charge avant d'en arriver là. Parce que si vous arrivez là, vous refusez le bloc, vous allez finir là-bas. Et il faut prier pour que ça ne soit pas une partie de votre anus carrément qu'on va enlever. Oh. Oui, amen. Naturellement, si le sang fait former un caillot et qu'il n'y a plus de vascularisation, ça va commencer par gangréner. Si ça c'est gangrène, on est obligé de faire une ablation d'une partie, de la partie qui n'est plus vascularisée, de la partie qui n'est plus viable. C'est ça le risque. C'est pour ça, parfois, ça peut même vous conduire au décès. Parce que si vous ne faites rien, vous refusez d'aller faire opérer et puis la gangrène continue, on va vous mettre couche, mais ça ne va pas changer grand chose parce que c'est un endroit qui est septique. C'est-à-dire qu'il y a plein de microbes parce que c'est le passage là où
les matières fécales passent. Oui. Du coup, même la cicatrisation est difficile. Parce qu'il y a tout le temps, vous allez manger. Oui. On ne va pas vous dire de ne pas manger. Pas Vous manger. mangez, il faut forcément que les débris, tout ça évacue. Alors si ça doit passer et qu'il y a plaie là, vous imaginez déjà que c'est ce qui rend difficile la situation. Alors, l'autre type, c'est le sang dont vous parlez. Alors, dans les autres cas, il n'y a pas vraiment du sang. Du sang. Mais ici, vous avez du sang. Là, on parle de rétorragie. Donc, ça veut dire que la veine est lésée et que le sang maintenant coule. Si c'est lésé, que ça coule et qu'il n'y a pas un moyen, après quelques signes d'essai, de faire l'hémostase et que ça n'a pas marché, il faut aller au bloc pour aller arrêter les vaisseaux qui sont en train de saigner. Il faut aller clamper, il faut aller cautériser ces vaisseaux pour permettre à ce que le sang s'arrête. Et ensuite, maintenant, on fait la prise en charge qui reste. C'est la partie qui rend difficile la situation. Et surtout, quand vous avez l'hémorroïde externe, c'est plus rapide parce que c'est la partie qui est hors du canal anal et puis qui est exposée au dehors. Du coup, à s'asseoir va être difficile. Impossible. Impossible même. Oui. Alors, dans toutes ces catégories-là, vous avez un dernier élément qu'on appelle le prolapsus anal. C'est-à-dire, à un moment donné, le vaisseau prend assez du sang. Ça devient lourd. Du coup, il va falloir c'est une pesanteur. Vous devez rester debout, vous devez rester assis. Donc, il faut que ça descende. Là, en descendant, il va tirer sur tous les éléments du canal anal et sortir complètement l'anus. Donc, l'anus se retrouve dehors. Là, on parle de prolapsus anal. Là, il y en a quand on réussit à refouler, Oui. réductible. Mais à un moment donné, quand ce n'est plus réductible, il faut aller opérer pour remettre le canal anal à sa place et puis enlever tout ce qui est en train de tirer sur le canal anal pour permettre à ce que le canal anal retourne à sa place. Wow. Ce n'est pas une maladie simple. Maintenant, au-delà de ça, il faut savoir qu'en dehors des démangeaisons, il y a la douleur. Et la douleur, là, principalement, c'est au niveau de l'hémorroïde externe. À cause de sa position à la peau, des terminaisons nerveuses, vous devez savoir que l'anus, c'est la partie avec une terminaison nerveuse les plus riches. D'accord. Et du coup, plus il y a une petite plaie, plus ça fait excessivement mal. Oui. Ça fait très mal. Imaginons quelqu'un qui doit être un agent commercial qui doit se déplacer à moto sur les pavés de Cotonou avec les secousses à oui. chaque millimètre. C'est pas facile à vivre. C'est pour ça qu'on a les signes, il faut déjà s'y prendre dès le début, avant d'en arriver à la gravité, au thrombus ou au prolapsus hémorroïdaire. Très bien. Alors, David, vous avez dit que vous avez souffert des deux, internes et externes. Comment vous l'avez su? Parce que vous avez dit que vous n'étiez pas quand même allé à l'hôpital. Voilà, donc j'avais mon anus qui était sorti aussi également. Et j'avais le sang, je saignais aussi. Voilà, c'est de là on m'a dit, ça fait l'interne et l'externe. Parce qu'il y en a des gens qui ont souffert de ça à côté de moi. Et puis ils m'ont dit, voilà, que quand le sang sort, on appelle ça interne. Quand l'anus est sorti, on appelle ça l'hémorroïde externe. Et c'est la plus douloureuse. L'hémorroïde externe, là, c'est la plus douloureuse. Et ça m'a beaucoup secoué, cette maladie. Je vous le dis vraiment. Ça m'a beaucoup secoué. Très bien. Oui, c'est à peu près ça. Oui. Parce que quand vous avez l'interne, comme je le disais, c'est une sensation de lourdeur, après peut-être quelques traces du sang. Mais sauf si la taille devient grande, ça va vouloir trouver un emplacement pour faire un pesanteur, c'est-à-dire comme en haut, ça doit descendre vers le bas. Du coup, c'est obligé de tirer sur tous les éléments et vous faire sortir tout complètement l'anus. Là, c'est l'hémorroïde interne. Quand ça prend plus de volume, ça tire sur les éléments, ça vous fait facilement sortir. Mais l'hémorroïde externe, c'est déjà dehors. Parce que c'est sous la peau. Et là, vous voyez déjà les boulets dehors. Mais quand ça sort, ça veut dire que l'interne est assez lourde et il ne peut plus rester à l'intérieur. Donc, ça va sortir complètement l'anus. Très bien. Alors, comment vous avez fait sur ces 9 ans, presque 10 ans? Parce que, si je comprends bien, vous n'êtes pas du tout allé à l'hôpital. Je ne suis pas allé. Mais pourquoi? Pourquoi l'hôpital? Parce que ça fait quand même des années. Normalement, après quelques mois, quand on sent que, bon, c'est toujours récidiviste et qu'on ressent toujours les mêmes choses, il faut quand même faire un tour à l'hôpital pour que ça ne marche pas. Ok, vous avez raison, totalement raison sur ce point, mais j'y ai pas pensé. Vous savez, quand on dit d'aller à l'hôpital aussi, effectivement, parce qu'on m'a dit, vous savez, les médicaments traditionnels aussi sont très efficaces. Ceux qui en ont souffert, ils m'ont dit, fais ci, fais ça. Ça va marcher. Ça va marcher. Donc j'en ai utilisé, quand j'utilise, c'est que j'ai un soulagement
un peu rapide, mais ça revient encore. Vous voyez, donc c'est ça qui m'a permis de tenir jusque-là. C'est les médicaments que j'ai utilisés. Mais juste aujourd'hui, après, dans les années, bon, en 2020, aujourd'hui, j'ai une satisfaction. Je peux dire qu'il y a une satisfaction totale parce que avant c'était chaque 2 mois. C'était comme si c'était en règle parce que vous savez, chaque 2 mois après, 2 mois après, je sais que, d'ailleurs, même si je... Vous vous attendez à ça? Déjà à ça. C'est que déjà, je m'attends déjà à ça. Je sais déjà que, bon, voilà, ça va venir et je m'y prépare. Donc, depuis un moment, voilà, j'ai plus ça. Et je vais bien et je mange maintenant. J'ai mangé la dernière fois du pain. Ah, vous avez mangé, vous avez osé manger du pain. Le dimanche passé seulement, j'ai pris du pain également. Mais je m'attendais que le lundi... Oui, qu'il y ait des problèmes. Mais je n'avais pas de problème. Parce qu'avant, en fait, quand on a hémorroïdes, là, il y a ce qu'on appelle des fausses alertes d'aller à la selle, en fait. Qui sont des fréquences. Voilà, donc en voulant y aller, on fait beaucoup d'efforts, comme le dit le docteur, on fait beaucoup de pression sur l'anus. Et c'est ça qui fait que le sang sort abondamment aussi également et que l'anus sort aussi également. Parce que ça forme une boule au niveau de l'orifice extérieur de l'anus. Et c'est ça qui empêche de bien s'asseoir parce que la douleur, elle est vive et on a du mal à s'asseoir. Il faut s'asseoir sur une fesse des fois, il faut changer, il faut muter les fesses. Voilà. Et souvent, on est pas là, on est fatigué parce que pour manger même là, on se demande. Il faut réfléchir avant de manger. Parce que tu te dis, mais tu vas manger aussitôt, mais ça va te demander encore d'aller à la selle. Donc, le mieux, c'est de rester à jeun pour éviter d'aller à la selle. Parce que ça fatigue au fait d'aller à la selle, ça fatigue. Très bien. Alors, docteur, qu'est-ce qu'on peut dire donc sur les conséquences de cette maladie? C'est la partie la plus difficile. Oui. Parce que quand l'hémorroïde est là, quand on sait qu'on a l'hémorroïde, et on a du mal à la selle, les premières complications, c'est déjà physique. Comme il a dit, vous devenez pâle, vous ne mangez plus. Et celui qui ne mange plus, il commence par perdre du poids. Oui. Et quand tout le monde commence par se demander, qu'est-ce qui ne va pas? Il a quoi? Pourquoi il maigrit? Pourquoi il perd du poids? C'est les premières conséquences, c'est que vous perdez du poids. Parce que vous n'arrivez plus à manger. Parce que le fait de dire qu'on va manger, il faut aller à la selle. Et ce réflexe-là fait qu'on évite d'aller manger. Parce qu'on sait que si on va finir de manger, il faut aller à la selle, il faut aller l'éliminer. Et pour l'éliminer, c'est tout un calvaire. Donc, d'office, manger devient un problème. Donc, l'hyporexie va s'installer, l'anorexie va s'installer et l'amaigrissement s'ensuit. Alors, ça, c'est ce qu'on voit. Maintenant, c'est ce qu'on ne voit pas. Les conséquences psychologiques. Oui, c'est ça. Celui qui dit qu'il a hémorroïde et qui fait l'effort de ne pas manger, dans sa tête, tout ce qu'il voit, il va l'éviter. Ce qui va s'installer dans une routine et son cerveau va commencer par lui dire qu'il ne faut pas manger, tu n'as pas besoin de manger. Si tu manges, tu vas souffrir. Alors, psychologiquement, la personne commence par développer un réflexe d'évitement de tous les repas. Il y en a qui vont carrément devenir, tout le temps, c'est de l'eau, ils boivent ou des petits trucs qu'ils mangent, ils ne mangent pratiquement plus et le poids commence par dégringoler et puis ils vont se retrouver dans une malnutrition sévère et vous allez croire qu'ils ont une maladie incurable alors qu'en fait c'était simplement de l'hémorroïde. Alors, l'autre chose, chez un homme, les conséquences, c'est que la personne ne peut pas avoir une bonne érection. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. L'homme sait que pour se mettre en érection, il faut le réflexe anal. Il faut que l'anus soit retiré pour que les seins se lèvent. D'accord. Et si il y a un hémorroïde là-bas qui fait mal, il n'a pas envie de tirer sur l'anus. Et s'il n'arrive pas à tirer sur l'anus, il ne peut pas avoir une érection. Lui-même là, même il va éviter totalement de se rapprocher d'une femme parce qu'il sait que quand ça commence, ça fait très mal. Bon, pour la femme aussi, elle n'aura plus du tout envie. Oui, naturellement, parce que les efforts d'aller au sexe également, ça va créer les problèmes là. Et effectivement, dans les causes, il y a les facteurs de risque, il y a un élément que je n'ai pas cité qui est de l'actualité, c'est les rapports sexuels anal. Oui. D'abord, déjà ça agresse terriblement le processus hémorroïdaire et facilement vous allez avoir de l'hémorroïde. Ça, tous ceux qui font les rapports sexuels anal savent que l'hémorroïde, c'est non évitable quand on fait des rapports sexuels anal. Non évitable. Ouais, ça, on ne peut pas l'éviter. Ça va forcément y arriver. Certes, et ceux qui ont beaucoup plus de moyens ils savent comment prévenir avec des produits par-ci, par-là. Donc, ils savent s'entretenir. Ça s'entretient et puis ça prend du temps, mais ça finit toujours par y arriver. Ok.
Il n'y a pas un moyen pour dire qu'on va tout faire pour que ça n'arrive jamais. Il n'y en a pas. C'est pour ça la plupart aussi finissent en couche, en fait, parce que le réflexe anal n'y est plus. Les sphincters externes et internes également sont totalement détruits, ce qui fait que plus les sphincters n'est plus là, comment vous voulez alors que le processus hémorroïdaire soit arrêté? Donc, ces deux éléments sont ancrés dans le niveau du rectum, la partie inférieure du rectum. Et si c'est dégradé complètement, il n'y aura plus de ces vaisseaux qui vont agir comme il faut. Également, l'hémorroïde et le relâchement du sphincter également s'installe et la personne sera obligée d'être tout le temps en couche parce que plus rien ne sera retenu. Très bien. Alors, c'est bon pour les conséquences? Oui. Maintenant, au même moment, j'aime toujours à ce niveau faire une différence entre l'hémorroïde et quelqu'un qui a les plaies au niveau de l'anus. Oui, il y a une grande différence. Ça, c'est les fissures anales. Les fissures anales, c'est des plaies qui se dessinent au niveau de l'anus. Et ces plaies-là, peut-être, ordinairement, peut-être un repas pour provoquer les plaies au niveau de l'anus en externe et que la personne a mal, c'est différent de l'hémorroïde. Ou bien lors des rapports sexuels anal, ça a provoqué des plaies. Ça ne veut pas dire directement que c'est de l'hémorroïde. Non. Il faut qu'on fasse la différence. Ça aussi, ça peut saigner. Ça peut être ça aussi qui saigne, qui donne du sang. Mais ce n'est pas encore de l'hémorroïde. Ça, c'est juste une fissure anale qui saigne, qui donne la douleur, qui donne tous les signes, qui peuvent faire simuler que ce soit une hémorroïde alors que ce n'est pas une hémorroïde. Quand on sort des amens, en position qu'on appelle mahométane, on voit clairement qu'il y a des plaies au niveau des berges anales, mais pas que le processus hémorroïdaire est touché. Là, ça permet de faire la différence. Il faut aller se faire examiner. Et la position des examens aussi, ce n'est pas agréable. Oui, je comprends. Alors, David, quelles sont les conséquences que la maladie a eues sur vos activités? Je suppose que vous n'avez pas pu réellement travailler pendant cette période. Ou bien c'était intermittent? Voilà, pendant cette période-là, ça avait une conséquence directe sur mes études d'abord. D'accord. J'ai perdu d'abord ma bourse d'étudiant dans le temps. Comme ça, parce qu'en plein examen, comme ça, j'ai eu l'hémorroïde interne. Oui. Accompagné de l'externe. J'ai les deux qui viennent au même moment. Voilà, ça a fait que j'ai raté les compositions et j'ai eu des mauvaises notes également. Pour les compositions qui ont suivi. Voilà, donc ça m'a causé beaucoup de tort. Voilà, et aussi également dans le côté professionnel aussi, j'ai du mal à me sentir bien pour travailler avec les partenaires. Parce que je suis souvent mal à l'aise quand je suis devant eux, mais eux, ils ne savent pas de quoi je ressens. Mais ils me demandent, mais vous avez quoi? Mais je leur dis, bon, ça va. C'est juste que je n'ai pas bien dormi la nuit. J'écris juste. En tout cas, ça a beaucoup agi sur mon travail surtout. Très bien. Et la famille, disons, le soutien de la famille et autres? Oui. Le soutien, la famille m'a beaucoup soutenu parce que tout le monde me cherche des remèdes. Oui. Tout le monde, quand il me voit, me dit on m'a dit telle chose, il faut essayer ça là, il faut essayer ça là, il faut essayer ça là. Mais récemment, c'est une amie qui m'a envoyé un remède là, qui a coupé d'abord l'hémorroïde interne. Voilà, c'est à partir de là, maintenant, j'ai pu tout sentir un peu mieux. Un peu mieux pour m'occuper de l'externe. Et là, jusque-là, je vous dis la vérité, c'est que je me sens bien. Ça va. Ça va. Très bien. Alors, je sais que je dois vous libérer pour vos activités professionnelles. Disons, pour vous, aujourd'hui, quelles leçons peut-être vous en avez appris? Quelles sont les dispositions que vous mettez en place aujourd'hui pour justement ne plus trop revivre la situation? Voilà, pour ne plus revivre cette situation, je me suis dit, il faut contrôler mon alimentation. C'est ce que je fais d'ailleurs. Je contrôle tout ce que je mange. Je ne mange plus comme tout le monde. Voilà, je ne bois plus comme tout le monde. J'essaie d'éviter ça. Voilà, donc c'est ce que je suis en train de faire. Donc quand les amis sortent en boîte ce week-end... oui, je suis là avec eux, je chante, mais vous savez, c'est moi qui organise tout. Je fais tout possible pour être l'organisateur, mais je ne prends pas tout avec eux. C'est ça le problème, ce que je fais actuellement. Et ça marche. J'ai constaté que ça marche ainsi. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, David Dansou. Merci beaucoup, madame. Et je vais vous libérer avec le clip du jour. Passez une excellente journée. Et passez une bonne suite de vos travaux de ce matin. Merci. Merci beaucoup et à très bientôt. À très vite. Okay. Je suis
un enfant béni de Dieu. Par sa grâce, il accomplit toujours mes vœux. Tout ce que je touche rend les gens heureux. Il fera encore plus cette nouvelle année. J'ai eu en peu de temps ce que je n'aurais pu imaginer. Il m'a élevé faisant de moi un chevalier. Ce qu'il a fait pour moi, il le fera aussi pour toi. Oh. Par sa grâce, je suis devenu un témoignage. Oh, alléluia, je veux encore te remercier. Voilà, retour en plateau donc pour retrouver le docteur Félicien Edon, mais également Martial Laclos. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. Merci de rejoindre le plateau, j'allais dire, parce que vous nous avez dit également que vous-même, vous en souffrez des hémorroïdes. Oui, évidemment. Depuis combien d'années? Moi, je dis, ça me fait toute ma vie, carrément. Hein. Je dis, c'est pas une question d'années. Non, je ne sais pas. Le docteur est là. Quand j'ai appris l'émission, le thème, je me suis dit, mais pourquoi ne pas aller apprendre? Parce que, je dirais, c'est mon mal. J'aime pas véritablement qu'on se focalise sur, comment appelle-t-on, le sujet, mais je me suis dit, ben, j'irai apprendre, peut-être parce que je dirais que le médecin, le spécialiste sera là, pour quand même donner quelque chose là. Donc, celui qui a l'information a le pouvoir. Absolument. Donc, si je peux aller chercher 1% de l'information, je pense que ça peut me faire du bien. C'est depuis toute mon enfance que moi j'ai commencé. Je peux vous dire, c'est, comment on dit, à peine une dizaine d'années, j'ai commencé par avoir le mal. Et je me rappelle très bien, les parents avaient, du point de vue traditionnel, comme je l'ai entendu tout à l'heure, oui. Les parents ont trouvé une stratégie des voies et moyens. C'était un bain. Jusqu'à aujourd'hui, je continue à chercher le bain, je ne l'ai pas encore eu. C'était un bain qu'ils ont fait. Et je m'étais assis dans le bain. Et je pense que j'ai fait presque près d'1 heure ou 2 heures dans le bain. Ça a été répété 1, 2, 3 fois. Ça m'a laissé complètement. J'ai fait des décennies. Sans ça. Sans avoir encore ça. Et bizarrement, quand j'ai commencé par grandir, quand j'ai commencé par travailler, bouger, envoyer un tout, comme vous le savez, on avale, on voit, on tombe sur quelque chose, surtout les charcuteries, vous en avez parlé tout à l'heure, les viandes, que moi j'en raffole, j'aime beaucoup les viandes, les saucisses, j'ai commencé, ça a repris, plus de 10 ans après, ou plus de 15 ans après. J'ai commencé, c'est là où j'ai commencé par chercher cette, je ne sais pas, cette potion-là, cette tisane-là, et jusqu'à présent, je ne l'ai pas encore eu. Vous avez consulté? Disons... Malheureusement, c'est là le vrai problème. Quelqu'un l'a entendu, celui qui est parti tout à l'heure, l'a dit. Moi, j'ai trop peur des médecins, j'ai trop peur de l'hôpital, et jusqu'à présent, je ne vais pas vous mentir. Je connais des gens qui ont été à l'hôpital, qui ont fait les traitements... comment appelle-t-on au niveau de la médecine moderne, beaucoup. Ils ont été à l'opération 1 fois, 2 fois. J'en connais qui est déjà à la troisième opération. Ça veut dire qu'une opération, après 5 ans, 6 ans, tout était normal. Il bougeait très bien, j'entendais tout à l'heure les conséquences, vous étiez là. Pour l'homme, généralement, comme vous le savez, problème d'érection, problème de cise, il est fatigué tout le temps, ça, vous en savez. Et pendant ces 5 années-là, tout allait très bien. Il bougeait, il était vraiment un homme, sa masculinité était vraiment chaude. Mais si, là, dans la 6e année, une rechute a commencé. Une deuxième opération, je pense que ça chauffe. J'ai beaucoup d'amis qui ont fait des opérations, foncièrement, ça marche pour un temps. Ok, très bien. Alors, docteur, apparemment, personne ne vient voir le médecin quand il souffre des hémorroïdes. Vous savez, comme toutes les pathologies, les gens n'aiment pas du tout aller à l'hôpital quand c'est au stade de début. Et c'est quand on n'arrive plus du tout à supporter. C'est en ce temps qu'on court pour l'hôpital. Et je l'ai déjà dit plusieurs fois ici, le médecin soigne, c'est Dieu qui guérit. Et lorsque vous arrivez au stade des complications et qu'on vous opère par exemple, on ne peut pas vous dire que 100% que c'est fini pour la vie. Non, comme j'ai dit, le processus hémorroïdaire, c'est là pour tout le monde. Oui. Du coup, tout ce que vous faites avant, et c'est arrivé, quand vous allez quitter, on va finir de vous opérer, vous retournez encore à votre vie ancienne, vous allez encore revenir. Ah oui, c'est ça. Si on reprend les mêmes habitudes. C'est ça le problème. Si vous voulez un résultat différent, changez votre habitude d'hier. Mais vous avez toujours votre mode de vie, même habitude, vous finissez, on règle les problèmes, vous retournez encore à votre ancienne vie,
vous allez encore revenir. C'est clair. Ce n'est pas que l'opération qu'on a fait n'a pas marché. Non, ça a bien marché. La preuve, c'est que pendant des années, vous allez voir que tout rentre dans l'ordre. Très bien. Alors, quelles étaient les conséquences que la maladie a eues sur vos activités? Vous êtes tout le temps fatigué. Vous êtes très faible. Quand ça vient, quand ça vous prend très tôt dans la matinée, c'est que ça gâte votre journée. Jusqu'à présent, je ne suis pas du tout, comme je le disais à l'entame, je ne suis pas du tout officine moderne, comment appelle-t-on, mais j'ai toujours, à cet effet, j'ai toujours des cachets, j'ai toujours des petits comprimés, j'ai toujours des tisanes que je bois continuellement. Ça dit, là, il n'y a pas de... C'est pourquoi je faisais tout à l'heure dans mes écrits, j'ai dit, mais est-ce qu'on en guérit vraiment? Ah, je ne sais pas. Parce que dans le monde, le petit monde de ceux qui souffrent, que, je ne sais pas, dont je suis au courant, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui m'a dit qu'il est définitivement guéri, ou tout va bien, ou c'est dans le meilleur des mondes, et ce n'est plus chaud là. Donc, si c'est les conséquences, je dis, c'est l'alimentation. Est-ce que vos activités professionnelles n'ont pas pris de coup par rapport à ça? C'est-à-dire... Ça prend des coups. Attention, vous avez des rendez-vous, vous avez des choses à faire, ou quand ça vous prend, c'est que vous êtes obligé de piétiner sur des heures, de beaucoup de choses. Ça, si on peut dire que ça ne fait pas, ça n'influence pas, je dis c'est faux. Non, nous sommes là pour nous dire la vérité. C'est surtout pourquoi moi l'émission m'a plu de venir de faire, pour dire ceux qui n'ont pas encore commencé par souffrir, faites beaucoup attention pour ne pas tomber dedans. Parce que quand vous rentrez dedans, c'est dur, c'est très dur. Surtout pour les hommes, je me mets beaucoup plus l'accent sur les hommes, c'est dur. Pourquoi on est tout surtout pour les hommes? Ah pour oui, les parce femmes. que nous, l'homme, sa force, c'est, comment appelle-t-on, c'est en bas. Et la femme? Bon, la femme, bon, je pense que, bon, moi je suis pas femme, je suis homme, et je me dis, pour les hommes, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Alors, docteur, le traitement. Avant d'en arriver là, Oui. Il a dit que lui, c'est depuis l'enfance. Oui, C'est pour ça oui, exactement. à revenir L'hémorroïde sur le sujet. chez les enfants. C'est chez l'enfant. Vous savez, quand vous accouchez, l'enfant reçoit tout ce que la mère mange, a mangé et va continuer à manger. Bien sûr. Et la maman, on a déjà des habitudes alimentaires qui déjà est déjà toxique pour nous-mêmes déjà. Oui. Ensuite, maintenant, quand l'enfant commence à grandir, on lui transmet toutes ces mauvaises habitudes. Oui. Et déjà, l'enfant, une semaine seulement, il commence les maux de ventre. C'est-à-dire qu'il commence par faire des coliques. L'enfant qui commence par faire des coliques, les selles n'arrivent pas à sortir. Il faut faire d'abord les bains, les trucs, les bains, les trucs pour pouvoir faire sortir les selles. Ça commence par là. Déjà, quand vous agressez l'anus de l'enfant, commencez par là. Vous êtes en train de préparer cet enfant à faire l'hémorroïde. Donc, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Ça, c'est mauvais. Parce que vous savez, j'ai dit que c'est externe et interne. Oui. Dès que vous commencez par forcer l'anus, Oui. à mettre de l'eau, Oui. à mettre des trucs dedans pour sortir les selles, c'est-à-dire que vous êtes en train d'agresser les plexus hémorroïdaires. Et vous préparez cet enfant à la longue à devenir hémorroïdaire. Mais un enfant qui ne va pas à la selle pendant plusieurs jours... Voilà, c'est là que je viens en venir. Qu'est-ce qui fait que l'enfant ne va pas à la selle pendant plusieurs jours? En tant qu'adulte, qu'est-ce qui fait qu'on est constipé, qu'on n'arrive pas à aller à la selle? C'est parce qu'on a mangé un repas qui constipe. Le même repas que vous avez mangé qui vous constipe l'enfant également. Quand vous l'allaitez... Vous l'allaitez, vous lui donnez à manger. Du coup, tout ce que vous mangez qui vous donne constipation, donne également constipation à votre enfant. Et l'enfant n'arrive pas du tout à digérer ce que vous avez mangé. Quand ça n'est pas digéré, ça a du mal à passer. Soit ça provoque diarrhée, soit ça provoque constipation. Et ça devient difficile pour l'enfant pour faire sortir les selles. Oui. Il faut consulter et on va aider l'enfant là à ramollir ses selles pour le faire passer. Mais vous expliquez que ce que l'enfant a, c'est ce que vous mangez. Vous devez faire attention à ce que vous mangez pour ne pas manger des repas que l'enfant ne digère pas. Vous voyez une mère qui vient d'accoucher et qui est déjà en train de manger du pain, du blé, du riz, du spaghetti. Et un enfant, il aura du mal à digérer, du coup l'enfant va commencer les constipations déjà tout petit. J'ai reçu des enfants qui sont venus avec l'anus dehors. Ça, c'est pas de l'hémorroïde. On appelle ça du prolapsus anal chez l'enfant. Ce n'est pas encore de l'hémorroïde. D'accord. Alors, l'enfant qui a fait un prolapsus anal, faites attention, c'est l'hémorroïde qui le guette. Dans le cas de notre monsieur, Ok, très bien. Donc, tout jeune, tout petit, Oui. qu'il avait développé, il avait fait simplement une prolapsus anal. D'accord. C'était D'abord, pas encore l'hémorroïde. C'était pas encore l'hémorroïde. Et à coup sûr, on a essayé de le forcer à faire les selles. D'abord, déjà, l'enfant fait passer 3 jours, c'est pas grave, il faut le laisser. D'accord. Il y a les moyens, on va vous conseiller de boire de l'eau, manger sur des fruits la maman pour permettre à ce que les selles soient plus ramollies pour faire passer les selles. Mais quand vous forcez à sortir, déjà, plus vous forcez,
et vous ne vous modifiez pas votre comportement alimentaire, l'enfant sera toujours constipé. L'enfant, même quand pas grandi, veut manger, c'est du riz, du pain, et vous l'achetez tout le temps. Oui. Des bonbons, des trucs très sucrés. Et l'enfant, en voulant aller au sel, ça devient trop dur. Il va pousser. Et comme tout est immature encore chez l'enfant, en poussant, ça va faire sortir l'anus. Là, soit vous avez la chance de faire retourner, ou carrément vous n'arrivez pas, vous êtes obligé de venir à l'hôpital et avec des forces, on refoule l'anus et tout rentre dans l'autre. Mais on vous explique que ça là, faites attention parce que c'est l'hémorroïde qui guette l'enfant. D'accord. Et plus la personne grandit, peut-être ça peut disparaître. Du même jour là, ça disparaît, plus ce n'est plus revenu. 15 ans après, 10 ans après, il recommence par avoir les mêmes signes, comme le cas qui s'est passé chez monsieur. Et c'est parce qu'en fait, les habitudes alimentaires qui ont provoqué entre-temps la sortie de l'anus, ça n'a pas changé. Le même mode de vie continue. Du coup, pendant que la personne commence à grandir, le processus devient plus mature, ça résiste. À un moment donné, quand ça n'arrive plus du tout à résister, ça lâche. Ça lâche encore. Et là, vous recommencez par faire la crise. Vous n'avez pas changé votre mode alimentaire. Si le gars réussit petit à petit, ça va, vous allez trouver des petits médicaments, petites tisanes à gauche et à droite, ça va s'améliorer un peu. Mais ça ne veut pas dire que c'est parti. Vous n'avez toujours pas encore changé votre mode de vie, votre mode alimentaire. N'espérez pas avoir de miracle. Il n'y en aura pas. C'est ce que vous mangez là. C'est votre mode de vie là qui déclenche l'hémorroïde. J'ai dit que tout le monde a le processus hémorroïdaire. Tout le monde. Celui qui n'a pas là, il n'est pas humain. Maintenant, quand nous tous sommes là, comment chacun entretient son processus hémorroïdaire? C'est la grande question. Lorsque vous avez déjà les signes, ça veut dire que, attention, votre mode de vie est contraire à votre processus hémorroïdaire. Il faut améliorer ça. Alors, pour améliorer ça, il faut d'abord alors faire une rétrospection pour comprendre qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je fais et qui n'est pas compatible avec mon processus hémorroïdaire. Très bien. Vous ne le faites pas, oui. Vous allez penser que c'est de la sorcellerie. D'accord, ce n'est pas de la sorcellerie. Ce n'est pas de la sorcellerie. Alors, parlons à présent donc de ce traitement, parce que même notre ami tout à l'heure, David et Martial, ne sont que restés en fait au niveau de la médecine traditionnelle des plantes et autres. Comment est-ce qu'on gère ça? Pour gérer l'hémorroïde, d'abord, ce n'est pas compliqué. Lorsque vous avez déjà les signes de la phase congestive et que vous vous êtes manifesté que j'ai telle chose, on vous dira ce qu'il faut faire. J'ai discuté sur ce plateau qu'il n'y a aucune maladie, que vous allez aller à l'hôpital, qu'on va vous traiter. Si vous avez des mauvaises habitudes, on ne va jamais s'en sortir. Vous allez chez les tradithérapeutes, on vous fait un traitement que vous n'accompagnez pas ça avec des modes d'hygiène de vie. Sain, mode d'hygiène de vie sain, vous n'allez jamais avoir un bon résultat. C'est l'hygiène de vie. Mode alimentaire, le boulot, le niveau de stress. Tous ces éléments-là, qu'il faut agir sur ça d'abord. Vous changez vos habitudes qui vous a conduit là. Ensuite, maintenant, on met un traitement, le résultat est toujours spectaculaire. Mais vous ne le faites pas. Peu importe le traitement que je vais mettre là, ça ne va pas changer grand-chose. Vous allez finir au bloc quand vous opérez. Quelques années après, vous allez encore revenir. Parce que vous êtes toujours en train de manger, consommer le blé par exemple, le pain, tout ce qui contient du blé, du gluten, vous continuez de consommer. Et c'est compliqué à digérer pour votre système digestif. Oui. Et plus c'est compliqué, plus les ralentissements du transit sera là. Et plus c'est lent, plus le sel devient dur. Et plus c'est dur, plus ça a du mal à passer au niveau du plexus hémorroïdaire. Ça va forcément agresser, ça va fortement léser. Et en sortant, ça va forcément sortir votre anus parce que vous allez mettre forcément des pressions pour pouvoir faire sortir les selles. Et j'ai déjà dit que tout ce qui peut vous faire pression sur les selles, c'est problème. Alors, il y a un élément que je n'ai pas ajouté, c'est les toilettes modernes. Oui, on s'assied. Oui. C'est la plus mauvaise position pour aller au sel. Parce qu'il y a le ligament qui retire l'anus au niveau du coccyx vers l'avant. Lorsque vous vous asseyez, ça tire sur l'anus vers l'avant. Ça ne libère pas l'anus pour faciliter le passage des matières fécales. Même si ce n'est pas dur. Nos parents avaient la meilleure position pour aller à la selle. C'est avec ça qu'on apprend les enfants à faire les selles. Ils restent accroupis et qui met l'angle du bassin avec les jambes à 35 degrés. Ça facilite le passage des selles. Reprenons nos toilettes. Reprenons nos toilettes. Ou
les toilettes modernes doivent avoir un tabouret sur lequel les pieds sont déposés Pour s'asseoir, pour soulever les bassins vers le haut. Ça va libérer les canaux anal et les plexus hémorroïdaires. Les selles passent facilement, même si c'est dur. Mais vous-même, vous voyez, est-ce que vous pouvez rester debout pour faire les selles? Parce que quand vous êtes debout, tout est fermé complètement. Oui. Plus vous allez en bas, plus ça s'ouvre. C'est ouvert. Vous n'êtes pas allé complètement en bas, vous êtes arrivé au milieu, vous êtes assis parce que ça fait un angle de 90 degrés. C'est pas libéré. Il faut aller plus haut pour pouvoir libérer plus bas le canal anal pour faire sortir les selles. Mais vous asseyez tout le temps pour faire les selles, celui qui est hémorroïde, il y a tout le temps hémorroïde. Oui. C'est ça le problème. C'est ça les mots d'hygiène de vie que si vous n'améliorez pas, vous allez vous traiter, l'hémorroïde va partir dans quelques années. Déjà, vous êtes constipé, vous venez juste vous asseoir sur les toilettes, ça ne va pas sortir. Ça ne va pas sortir. Bon. Et ça a du mal à sortir, ça traîne, ça tire sur tout pour pouvoir sortir. Faites l'effort, faites l'essai. Là où vous êtes à la maison, allez au sel, mettez-vous complètement à genoux, accroupi comme un bébé qui est un enfant qu'on apprend à faire les selles. Et faites. Et maintenant, comparez ça par rapport quand vous êtes en position assise. C'est pas compliqué à comprendre. Voilà. Très bien. Maintenant, en dehors de ça, il y a, quand on voit ça au départ, il y a les vénotomies, c'est-à-dire qu'on améliore la qualité des vaisseaux, des veines qui sont au niveau du canal anal. Comment on améliore? Donc, on lui donne plus de tonicité, à remonter vite le sang qui vient pour nourrir l'anus, pour ne pas que ça s'accumule là, pour provoquer l'hémorroïde. Il dit que c'est une dilatation de ces vaisseaux qui donnent l'hémorroïde. Donc, il faut que le sang, quand il vient, il reparte automatiquement. Que ça ne s'accumule pas au niveau de l'anus. Donc, les médicaments qu'on met, c'est pour donner plus de tonicité aux veines qui sont au niveau du canal anal du processus hémorroïdaire. Soit vous la consommez, ou soit on vous le met en suppôt ou en crème. D'accord. Donc, ça vous permet non seulement de donner plus de tonicité à vos vaisseaux, et plus le sang vient, ça remonte très vite. Quand on découvre au stade précoce, le traitement n'est pas compliqué. Même simplement vous demander de ne plus manger ci, de ne plus manger ça, faites ci, faites ça, faites des activités physiques, tout peut rentrer dans l'ordre. Vous n'allez plus jamais sentir ça. Maintenant, si on voit que c'est déjà au stade où il y a des sangs qui sortent un peu, ou des sangs qui ça sort un peu, ou qu'il y a au niveau de l'estème qui est un peu sorti, on vous met des crèmes, on vous met des supports, on presse des médicaments, que vous allez passer la crème sur la partie qui gonfle. Oui. Ça va permettre de donner plus de tonicité aux vaisseaux qui vont repousser tout le sang qui s'accumulait là. Le sang va repartir dans la circulation générale. Et on va vous mettre des crèmes pour pouvoir donner de tonicité au sphincter interne également, qui, si par hier, ça a commencé par s'accumuler le sang, ça va donner plus de tonicité et le sang va remonter au niveau de la circulation générale et que tout votre anus devient nickel. Mais attention, quand tout devient nickel, il faut garder ça en cette position. Il ne faut pas retourner sur les autres habitudes. Et que ça va encore ressortir. Quand on dit est-ce qu'on peut guérir totalement, bien sûr qu'on peut guérir totalement de l'hémorroïde. Parce que ça demande d'efforts. Et c'est cet effort-là que beaucoup n'arrivent pas à faire. Vous voyez, il a dit qu'il a mangé, Monsieur David a dit qu'il a mangé du pain. Oui, dimanche passé. Espérait déjà avoir. Lui-même sait que quand on mange quelque chose qui est contraire à l'hémorroïde est là. Est-ce que c'est pas psychologique? Non, c'est pas psychologique. On connaît toutes les facteurs qui donnent l'hémorroïde. Dès qu'on a déjà identifié tous ces éléments, le pain déclenche l'hémorroïde. Vous mangez ça, vous n'espérez pas avoir de l'hémorroïde. Vous allez espérer avoir de l'hémorroïde. Vous êtes quelqu'un hémorroïdaire. Quand vous mangez du pain, vous avez ça. Ou bien quand vous êtes stressé, vous avez votre cœur qui se déclenche. Vous savez. Et vous vous mettez dans des conditions de stress. Mais comment est-ce qu'on peut éviter les conditions de stress, docteur? Parce que au boulot, on est tout le temps stressé. Je sais que, bon, ça dépend peut-être de la position où vous êtes. Même quand vous êtes au niveau bas, c'est qu'on attend quelque chose de vous et ça donne le stress. Avant d'avoir votre réponse, je voudrais demander à Martial si, avec toutes les habitudes dont on a parlé aujourd'hui, est-ce que vous arrivez à en éviter, justement, pour éviter davantage la maladie? Les habitudes alimentaires. Oui, ça je dirais tout à l'heure. Je dirais même quand le docteur parlait tout à l'heure, je me suis rappelé d'un pays, quand on parlait des enfants, où on faisait, quand les enfants n'allaient pas au sel, il y a des techniques pour le bentois là. Il y a un pays que je ne vais pas nommer, dans lequel on mange beaucoup plus de tubercules de manioc, avec des transformations que vous savez bien. Et que même les adultes, à un moment donné, quand on ne va pas bien au sel, on fait le bentois. C'est le bentois qu'on fait. Moi, je suis resté pendant longtemps là-bas. C'était je ne sais pas comment. C'était l'habitude. L'habitude de normal. grand resto, c'est normal. Parce que vous envoyez tellement de choses que
la sauce graine avec beaucoup de photos d'IAM de manière où après avoir mangé, on savait qu'il y avait cette solution Très pour bien. libérer. Donc, quand vous le disiez tout à l'heure pour les enfants, je me dis, mais et pour les adultes en effet. Donc, je continue pour dire, c'est ce qui m'a sauvé. Ce qui, pour ne pas aller à l'hôpital, pour ne pas traîner dans les hôpitaux généralement ou dans les médicaments à grande échelle. Est-ce que c'est pas ça aussi qui vous a encore aggravé les choses? Bon, je ne dirais pas non, je ne dirais pas oui. Parce qu'à un moment donné, quand l'hygiène, j'ai un mot que j'aime utiliser souvent, quand vous connaissez votre corps, vous connaissez votre organisme et que vous commencez par respecter. Moi, j'ai retrouvé, par exemple, un aliment, un repas dans mon alimentation que j'ai arrêté et qui m'a permis de ne plus faire les histoires de sang. Moi, je rappelle même le mal des femmes. Hein, parce que quand vous êtes homme et femme, et quand vous avez le mal, c'est que vous devenez, comme le disait tout à l'heure l'ami David, c'est des histoires de sang partout, tout le temps, lorsque vous faites choses là. Moi, j'ai vite arrêté ça parce que quand je faisais un peu, je grandissais et puis j'ai commencé par fouiller, chercher des remèdes de grand-mère, de sages de gauche à droite, on m'a détecté le manioc que j'ai arrêté, le gari et tous ses dérivés. Et quand j'ai arrêté depuis, même jusqu'à l'heure où nous sommes, si je fais une erreur alimentaire de consommer le gari, c'est que La suite, c'est automatique. La suite est devinée, quoi. Donc, j'ai compris, moi, personnellement, c'est pourquoi je mets, en tant que consultant à cet effet, quand j'ai commencé par les recherches, m'ont permis de savoir que chaque personne a ses maladies naturellement. J'ai compris, par exemple, que le mal, là, dont nous parlons, c'est pour le mal des scorpions. Oui, c'est ça. Si je ne le dis pas, c'est que j'aurais péché, parce que nous sommes dans le donner et de recevoir. Moi, j'ai compris que quand vous prenez tous les signes du zodiaque, chaque signe a ses maladies naturellement. Et j'ai compris que tous ceux qui souffraient, généralement, que j'ai compris, j'ai connu, de ce signe-là, les scorpions, généralement, ont ce mal-là, l'hémorroïde. On dit, il y en a chez les autres, également, c'est vrai, mais c'est très développé chez les éléments du scorpion. Alors, j'ai fini par le savoir, effectivement. Alors, en dehors du gari, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous évitez? Oui, j'ai une hygiène de vie, c'est ça que je dis, très saine. C'est quand je fais la moindre erreur, c'est que la rechute commence. C'est ce qui a permis que... Ça soit un peu stable. Oui, très stable. Je ne mange pas. Pour ne pas dire que je choque beaucoup de gens, parce que quand vous mangez le piment, le rouge, c'est réglementé. Ça, je suis ça rigoureusement. Un peu partout, mais quand je fais un peu de... Nous sommes des hommes... Vous laissez aller... Rapidement, quand vous succombez à la tentation. Vous chutez. Sinon, une bonne hygiène de vie, ça va. Docteur? Oui, vous savez, ceux qui ont l'habitude de faire du baignoire ou de grosses sorties, vous savez, ils savent très bien qu'en mangeant ces repas, l'organisme n'arrivera pas à digérer. Mais ils savent qu'il y a en fait cette solution-là qu'ils peuvent utiliser, mais qu'ils ne savent pas qu'il y a des conséquences. Il y a des conséquences derrière. Maintenant, en faisant ça d'abord, ça rend paresseux l'anus. Ah, qui ne fait plus son travail. Et le côlon, qui ne fait plus son travail. C'est-à-dire, vous êtes obligé vous-même de venir sortir ça. Alors que c'est lui, le côlon, qui doit faire progresser les dérivés de tout ce que vous avez transformé et les sortir par l'anus. Maintenant, en faisant ça, vous rentrez paresseux. Vous allez voir, certains enfants, quand ils naissent, les premiers jours, 5-15 jours de vie, vous commencez par les faire ça, ils ne vont pas faire les selles. Tant que vous ne faites pas ça, là, ils ne feront pas les selles. Donc, le système commence à devenir paresseux. Il n'arrive plus du tout à faire ce qu'il faut. Et quand vous allez, l'enfant va commencer à grandir, vous allez cesser de lui faire ça. Il ne va pas faire les selles comme il le faut. Il faut du temps, des années, pour rééduquer son côlon et son anus, pour pouvoir ressortir maintenant le seul en mangeant de façon régulière. Et c'est dur, parce que ce que vous avez fait aujourd'hui, d'ici 10 ans, d'ici 15 ans, il va commencer par avoir des conséquences. Vous n'êtes plus là, et vous ne faites même pas le lien entre ce qui développe maintenant et ce que vous avez fait il y a 10 ans. Non. Beaucoup de choses se sont passées. Beaucoup de choses se sont passées, et l'enfant se retrouve, ou l'adulte maintenant se retrouve avec l'hémorroïde et à tout bout de champ, et c'est difficile. Je le dis toujours, l'hémorroïde c'est une maladie très difficile parce que ça demande un respect de son corps strict si vous voulez avoir un résultat spectaculaire. Si vous voulez avoir un résultat définitif, vous devez absolument respecter votre corps. Si vous ne le respectez pas, il n'y a pas de miracle. Très bien. Merci. 100% vrai, je dis, c'est vrai, docteur. Merci beaucoup. Nous allons retrouver Modeste pour la suite avant de boucler ce plateau.
Voilà, Modeste, nous reprenons avec les messages. Alors, on a eu quelques messages. Le premier message qui dit « Le traitement repose sur un régime alimentaire adapté à la prise de laxatifs. » Alors, un régime riche en fibres qui peut s'avérer efficace ainsi que les émollients fécaux. Dans certains cas, une procédure médicale pour retirer l'hémorroïde peut être nécessaire afin de soulager la douleur. Un autre message qui dit « Certains facteurs déclenchants sont classiquement décrits par le repas trop riche ou trop épicé, épisode de la vie génitale, grossesse, prise de médicaments, constipation et effort de poussée. » C'est tout. C'est tout? Très bien. C'est vrai que ces différents éléments ont été notés par le médecin, les causes, le traitement et également comment est-ce qu'il faut faire pour pouvoir gérer. Alors, docteur, une réaction, ça peut aller? Oui, sur la partie du traitement, Oui. comme il a si bien dit, c'est d'abord l'hygiène d'abord. Après l'hygiène maintenant, si la personne a la douleur, on peut le mettre quelque chose contre la douleur. Maintenant, si la personne a du mal à faire passer les selles, on va ramollir les selles. Là, c'est là où on utilise des laxatifs. Okay. Donc, on est obligé de mettre quelque chose pour faciliter, pour casser les selles qui sont déjà devenues dures, pour les ramollir, pour faciliter le passage, pour que ça n'agresse plus le plexus hémorroïdaire qui est déjà lésé, qui est déjà en difficulté. Ça permet de faire passer les selles. Donc, ces éléments-là, que ce soit... Ça arrive parfois même qu'on met de l'antibiotique. Ça dépend des stades, ça dépend de l'aspect de l'hémorroïde. Si c'est surinfecté, comme je vous l'ai dit, c'est un niveau où c'est beaucoup de bactéries, beaucoup de microbes, ce qui fait que ça facilement ça se surinfecte. Quand c'est au stade de surinfection, on est obligé de mettre de l'antibiotique pour pouvoir traiter. Mais quand c'est pas infecté, juste quelque chose pour ramollir les selles, quelque chose pour la douleur et les vénotoniques pour donner plus de tonicité à des vaisseaux pour faire répartir les sangs dans la circulation générale et tout rendre dans l'ordre. Très bien. La pensée de ce matin? Oui, la pensée de ce matin, on l'a déjà eu une fois ici. Oui, une pensée de Nabil Alami qui dit « On mesure notre diabète et notre tension, mais on ignore souvent de nous mettre en question. » On mesure notre diabète et notre tension, mais on ignore souvent de nous mettre en question. Alors, docteur. Oui, c'est toujours, comme je l'ai dit l'autre fois, pour cette pensée, c'est même parfois si on va même à l'hôpital pour aller vérifier si on n'a pas ça, mais où on met un traitement, on va constater on a un tel problème, on met le traitement, on ne se remet pas en question pour se demander qu'est-ce qui m'a amené là. Quand je vais sortir de la salle de consultation avec mon ordonnance, qu'est-ce que je ne vais pas refaire quand je vais sortir? Ça, cette question-là, généralement, ne se pose pas. On pense que le médicament, ça va faire son rôle. Après, quand ça recommence, on se dit que bon, on dirait que le médicament n'a pas marché. Alors que ce n'est pas ça. C'est ce que vous faites qui vous remettre en question. Ah, qu'est-ce que je fais qui amène telle ou telle chose? Alors, quand je vais trouver solution à ce problème actuellement, il faut que je ne retourne plus à... Même chez notre Seigneur Jésus-Christ, il avait dit... Quand vous péchez, que vous venez vous confesser. Confessez, ne retournez pas à votre péché. C'est ça. C'est ça. Absolument. Martial? Je valide. Comment dire, on a du mal quand même à respecter. C'est là le vrai problème. On a du mal. C'est pas facile. C'est tout là le problème. Bon. C'est un choix. La vie est un choix. Comme j'aime bien le dire. Modeste. Oui, l'auteur de la citation, Nabil, vient du Maroc. Il est spécialiste, il est expert international. Très bien. Alors, avant de passer à l'humour, c'est important que nous parlions de la prévention, docteur. Oui, la prévention. Ceux qui l'ont déjà se retrouveront dedans. Ceux qui ne l'ont pas encore vont faire attention pour ne pas l'avoir. Oui. Ça s'applique à tout le monde, que ce soit vous avez déjà hémorroïde ou pas. Parce que celui qui a déjà hémorroïde, qui l'a déjà fait une fois, il faut la prévention pour ne pas encore recommencer. Ou qui est en stade stable pour ne pas rechuter. C'est la même prévention chez tout le monde. C'est la même chose. Nous allons commencer d'abord par l'alimentation. Et dans l'alimentation, premier niveau, c'est le transit. C'est-à-dire tous les repas qui vont entraîner un ralentissement du transit, c'est-à-dire un ralentissement d'aller au sel. Quand vous mangez, c'est 6 heures maximum, ça finit.
il faut que ça ressorte. Si le transit est ralenti, ou bien vous avez pris des boulots, vous avez des postes où vous n'avez pas du tout envie d'aller vous libérer quand le besoin se fait sentir, que vous retenez les selles là-bas, vous êtes un candidat pour faire l'hémorroïde. Quand vous mangez, vous devez aller libérer quand ça vous prend. Il n'y a pas moyen pour dire que je n'ai pas encore le temps, il faut que je les garde. Plus vous le gardez, plus l'organisme retire de l'eau davantage, les selles, et plus les selles deviennent dures. D'accord. Plus ça devient dur, quand ça va passer au niveau des plexus hémorroïdaires, ça va agresser les plexus. Et ça va entraîner plus tard de l'hémorroïde. Alors, tous les repas qui peuvent vous donner constipation, il faut absolument l'éviter. Tous les repas qui peuvent vous donner de diarrhée, il faut absolument, parce que plus vous allez à la selle, plus vous mettez de pression, plus les selles passent au niveau des plexus hémorroïdaires de façon trop fréquente, ça va également agresser les plexus hémorroïdaires et vous allez vous retrouver avec des hémorroïdes. Alors, quand je parle des repas constipants, vous vous demandez quel repas on peut manger, ça va nous constiper. On sait ce qui constipe et selon chaque organisme maintenant, il y en a qui ont des repas même parfois qui n'est pas constipant, quand ils mangent ça, ils sont constipés. Ça, chacun doit apprendre à connaître son organisme. Alors, le premier élément qui est devenu l'habitude de tout le monde, c'est le pain sec. Oui, le pain sec. Oui. Sec, que ce soit avec des adorés, que ce soit avec des sandwichs ou des jars, c'est la même chose. Vous prenez et que le transit, encore que le pain quand vous mangez, parce qu'en fait, ça absorbe suffisamment d'eau dans votre tube digestif. Et quand l'eau est absorbée, le résultat qui sort derrière, c'est que d'abord vous allez moins pisser. Parce que si l'eau est déjà absorbée par le pain, l'eau que le rein va éliminer sera réduite pour pouvoir maintenir l'équilibre entre l'osmolarité des deux milieux. Du coup, vous n'allez pas bien aller à la selle, aux toilettes pour aller pisser. Et vous ne pissez pas bien aussi, les reins aussi vous attendent derrière. Ça, c'est un autre problème. À part. Maintenant, au niveau des selles, maintenant, les selles également, l'eau sera retirée, comme je l'ai dit. Si vous ne mettez pas suffisamment d'eau pour ramollir ça, ce sera retiré. Et les selles qui vont sortir après le pain, c'est toujours dur. Et plus c'est dur, plus vous agressez le plexus hémorroïdaire, plus vous mettez la pression sur le ventre pour pouvoir ressortir ces selles. Là, vous allez vous retrouver avec de l'hémorroïde. Alors, la banane, ça, j'y reviens. La banane, elle est championne dans la constipation. Oui. Elle est riche. Tous les types de bananes? Tous les types de bananes. Elle est riche en potassium. Qui, l'ion va rentrer, ça va entraîner un déséquilibre ionique et l'organisme va essayer de retirer de l'eau pour pouvoir permettre à ce que l'équilibre des ions soit maintenu. Et là, vous allez vous retrouver avec les selles qui seront dues. Parce que le sang, l'organisme va retenir beaucoup d'eau dans le sang et les selles seront dues. Le rein également va épurer moins l'urine. Donc à loco là. À loco, tout ce qui a banane, si vous êtes des gens qui est constipé naturellement, évitez d'en consommer parce que ça donne de la constipation. Avec le attiéké là. Vous mettez banane sur attiéké, vous imaginez ce que ça donne comme résultat. Voilà. Alors, il y a également l'haricot, le riz, le vanzon, ou ceux qui aiment manger des yomlins. Ça, c'est un composé tellement lourd, solide. Quand vous mangez ça, d'abord, vous n'avez pas faim et vous buvez de l'eau. Et imaginez que vous prenez ça et vous ne buvez pas assez d'eau. Voilà ce que ça peut provoquer. On mange mal, on sait ça. Et il va falloir qu'on trouve les moyens d'y remédier, parce que si on n'y remédie pas, vous allez avoir l'hémorroïde traité et ça va recommencer quelques jours après, vous allez dire que le traitement n'a pas marché. Mais docteur, au moins tous ces aliments, c'est... C'est notre quotidien. C'est ce qu'on oui. C'est ce qu'on a l'habitude de manger ça. C'est dans notre alimentation naturelle. Oui, c'est dans notre alimentation naturelle, on peut le consommer, mais pas le transformer en un repas quotidien. On mange le matin, on mange à 10h, on mange à 16h, 20h, on est déjà en train de manger la même chose. C'est ça le problème. Quand on mange, il faut aussi manger accompagné par des fibres qui vont faciliter la digestion, qui vont faciliter le passage et ramollir les selles et pour que ça passe. Vous mangez du pain, vous pouvez prendre de l'orange, vous pouvez prendre de pastèque, vous pouvez prendre des trucs sur ça qui vous permettent de faciliter la digestion pour que ça ne soit pas dur, non plus dur les selles. Ces éléments, c'est pour ça qu'on dit que j'ai cité dans les facteurs de risque ceux qui ne mangent pas les fruits et légumes. Oui. C'est très important. Donc si vous devez manger toute la journée de matin jusqu'à 19h de pain uniquement, vous imaginez que c'est un problème. Oui. L'organisme a du mal à digérer. Et vous allez passer toute la journée jusqu'au soir sans aller au sel. Mais jusqu'au lendemain, vous n'allez pas au sel.
Parce que ce que vous avez mangé, l'organisme a le temps de regarder là-bas parce qu'il y a trop d'eau. Il faut qu'il en tire suffisamment d'eau pour pouvoir maintenir l'équilibre. Et ça va sortir très dur. Et vous allez avoir mal à l'anus quand ça sort. Quand vous avez déjà mal à l'anus que ça sort là, sachez déjà que c'est un problème. Ça agresse déjà votre processus hémorroïdaire et que vous devez faire très attention. Très Donc, bien. des fruits et des légumes sont préférés. Et surtout quand vous mangez un de ces repas constipants, prenez l'habitude d'abord de boire suffisamment d'eau. Et ça aussi, c'est une griffe. Il faut faire attention. Quand on dit boire suffisamment d'eau, ce n'est pas à tout le monde. Il faut évaluer ses reins d'abord. C'est ça. Si vous votre avez rein est des déjà problèmes. abîmé et que le rein n'avait pas épuré l'eau, si vous en consommez beaucoup trop, vous allez vous retrouver noyé en griffe. Parce que quand l'eau ne va plus sortir, vous allez voir que vos pieds vont commencer par se gonfler, la respiration devient difficile. Là, vous êtes en train de faire un OAP. Donc, attention, ce n'est pas à tout le monde ça respecte. Il faut d'abord évaluer son rein. Mais quand on est jeune, on suppose qu'on est encore en bonne forme, on est en bonne C'est quoi santé. vous appelez WAP? C'est-à-dire, la personne se noie. En fait, Ça, l'eau monte c'est- dans les poumons. Mais si l'eau n'arrive pas à sortir, il faut quelque part quand même pour qu'il rentre. reste. Il va rentrer quelque part. Hein, il va trouver les plaies. il va rentrer. Michel, Là, cherche on a beaucoup. dit pour avoir le bon fonctionnement des reins, il peut boire beaucoup d'eau, il traîne tout. Oui, Non, c'est un le bon conseil si on a conseil, les reins en bonne forme. C'est ce que le docteur dit. Il faut Oui. d'abord savoir quel est votre état de santé au niveau des reins Reins, avant de consommer exagérément de l'eau. Oui. Maintenant, l'eau, généralement, si vous voulez boire de l'eau, 3 litres en moyenne par jour, surtout parce que si vous avez 60 kg, faites un médecin si vous avez 60 kg, et vous faites 60 fois 100, ça vous fait 6 000. Ça fait 6 litres. Ok. Alors, on divise par 2, ça fait 33. Donc, c'est pour ça qu'on dit généralement, ça fait 3 litres en litres. moyenne d'eau par jour. D'accord. Donc, si vous êtes, vos reins fonctionnent bien, que vous avez à 3 litres en moyenne d'eau par jour, Ça c'est devrait que aller. ça devrait aller. Et vous mangez un repas qui consiste, augmentez un peu. Parce que ce qu'on a dit là, c'est pour un repas bien équilibré. Suppose qu'il y a tous les éléments dedans pour permettre la digestion. Mais quand on prend un pain, c'est seulement un pain qu'on a mangé. Il n'y a rien dedans qui équilibre rien. Donc il faut en ajouter de l'eau pour pouvoir ne pas provoquer un déséquilibre. C'est ça le véritable problème. D'accord. Alors, Autre chose? les épices, Moi, il y en a des gens. j'adore le Oui. piment. Là, voilà. Les gens adorent manger épicé. Oui. Si dans un même repas épicé, plus de l'alcool ou de Là, la c'est- viande dedans, C'est compliqué. et vous avez 3 éléments, épices, viande, alcool, que vous avez assis en un seul moment et que vous avez tout mangé. Tous ces 3 éléments séparés que vous donnez l'hémorroïde. Et vous avez combiné les 3 d'un coup. C'est ce qui fait que généralement ceux qui mangent des charcuteries ont facilement la facilité de développer l'hémorroïde. Parce que quand vous allez finir de manger, vous allez boire quelque chose, c'est ça. À coup sûr, pour faciliter la digestion, c'est ce qu'on vous dit. Quand vous mangez la viande, il faut mettre de l'alcool, c'est ça pour que la digestion soit plus rapide. C'est mortel. Ah. Justement, vous mettez de l'alcool sur les charcuteries. Et quelqu'un qui fait hémorroïde, qui fait ça, il ne va jamais finir avec son hémorroïde. Vous allez penser que tous les traitements qu'on vous donne, ça ne marche Ça ne pas. marche pas. Très bien. C'est très important. Et pour aller aux toilettes, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut revoir l'habitude d'aller aux toilettes. La position pour aller sur les toilettes, il faut réaménager, il faut réaméliorer ça si vous avez déjà par exemple l'hémorroïde. Et aussi, vous n'avez pas, pour éviter d'en avoir, si votre toilette est sanitaire et qu'il n'y a pas un petit... Demandez au menuisier, on fait un petit tabouret. Un Petit tabouret. Déposez là simplement et vous mettez vos pieds ça pour faire les selles. C'est pour votre santé. Celui qui a fait le truc a vu de l'argent, c'est du business, lui l'a fait. Mais est-ce que ça respecte les conditions de la santé? Non. C'est à nous de réadapter ça en fonction de notre vie, de notre santé, pour ne pas avoir des conséquences plus tard. Parce qu'il n'est plus là, lui, là, il a pris son argent, il est parti. Donc, c'est nous qui payons les prix après. Donc, on doit tout faire pour améliorer ces niveaux-là, pour pouvoir ne pas développer des pathologies liées à ça plus tard. Très bien. Alors, la même chose, ceux qui sont en surpoids, comme je l'ai déjà dit, le poids divisé par la taille au carré, si ça supérieur à 25, il faut commencer par essayer de diminuer. Si c'est déjà supérieur à 30, commencez par diminuer à entre 25 et 30 progressivement. De 25 et 30, avec le temps, on peut encore revenir en dessous de 25 progressivement. Parce que ça demande beaucoup plus d'efforts à l'organisme de vasculariser les tissus. Ça demande beaucoup plus d'efforts à l'organisme de remonter les sangs au niveau des parties extrêmes jusqu'au niveau du cœur. Ça demande beaucoup plus d'efforts. Et c'est la même chose qui se passe au niveau de l'anus. Le retour vers lui est beaucoup plus difficile. Et puis, l'hémorroïde est facile s'installe. Alors, pour aller à la selle, effectivement, il ne faut pas mettre la pression. Quand ça devient, Quand vous ça devez devient- pousser faut laisser. avant que les selles sortent. Ça veut dire que vous êtes déjà constipé. Les selles sont déjà trop dures. Là, il faut aller prendre beaucoup d'eau, des fruits et des légumes
pour permettre à ce que les selles là soient plus ramollies et vous repartez aux toilettes mais pour plus vous forcer pour que les selles sortent, plus ça va sortir et agresser le processus hémorroïdaire. C'est pour ça que j'aime le thème d'aujourd'hui parce que on a tous des mauvaises habitudes, y compris moi. Et quand je découvre ça au fur et à mesure que moi j'avance, j'ai fait l'effort d'améliorer. Nous on a vécu au village, donc il n'y a pas de... il y a tout au village, du coup, tout passait sur roulette. Je n'ai jamais entendu depuis que j'ai vécu au village que quelqu'un est mort. Je n'ai jamais entendu. C'est après j'ai découvert qu'il y a hémorroïdes. Docteur, vous avez dit tout à l'heure qu'il faut, quand vous allez à la selle et que vous sentez que c'est un peu dur, qu'il faut aller prendre un peu de fruits. Mais quand vous êtes déjà à bout et que vous avez une envie pressante d'aller à la selle et que c'est dur, il faut toujours aller prendre du fruit? Non. Si les selles sont déjà là, allez, faites. Mais sachez qu'en fait, que vous avez déjà les selles trop dures. Que désormais, qu'il faut que vous améliorez votre repas, votre alimentation pour permettre que les selles ne soient pas trop dures, qui va vous obliger à mettre des pressions pour sortir les selles. Et aussi, la position que vous avez adoptée pour aller faire les selles aussi peut vous participer également. Au fait que ça ne sorte pas. Ça ne sorte pas. Vous êtes assis, même si ce n'est pas dur, vous allez faire pression avant que ça ne sorte. Parce que le canal anal est tiré par les ligaments. Et que le canal que ça peut prendre pour sortir là, c'est rétréci. Donc du coup, même ce qui est molle doit sortir, vous êtes obligé de mettre pression pour que ça sorte. Mais quand vous êtes en bonne position, vous n'avez même pas besoin de forcer, ça sort tout seul. Vous avez parlé des aliments, mais on entend souvent dire que quand on a l'hémorroïde, il ne faut pas prendre du gluant. Est-ce que ça fait aussi partie de l'alimentation, des trucs qu'il faut éviter? Non, ça ne fait pas partie des trucs qu'il faut éviter, mais chacun doit apprendre à connaître son organisme. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a des repas même parfois qui ne sont pas censés le faire, mais qu'on se retrouve dedans. Chaque personne est unique, il doit apprendre à connaître son organisme. Parce que vous prenez par exemple les crincrins, les gombo, les astroquins. En fait, il y a des repas qui permettent de faciliter le glissage des selles. Dans ces conditions, normalement, ça ne devait pas gêner les hémorroïdes. Mais il y a des personnes, quand ils mangent ça, ils en consomment, ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes, oui. Donc, il ne faut pas en consommer. Chacun doit apprendre à adapter 100% de son organisme. Donc, ça suppose que vous maîtrisez votre corps. Très bien. J'en ai appris aussi, j'ai laissé. J'ai appris cette chose-là aussi. Ça m'a marché, moi. Ok, très bien. Le fait de ne pas consommer. Oui, des trucs là, tout ça facilite et puis j'ai complètement laissé. Alors, docteur, c'est bon? Il reste encore quelques parce que quand je citais, j'ai parlé de sédentarité, position assise prolongée, votre boulot, il faut se lever, il faut mouvoir, aller-retour pour faciliter le retour veineux. Il faut éviter de soulever les objets lourds. Vous n'avez rien à prouver à personne. Oui, je l'ai dit toujours sur ces plateaux. Vous n'avez rien à prouver à quelqu'un pour dire que j'ai de la force. Parce que, réfléchissez, quand vous voulez soulever quelque chose de lourd, qu'est-ce que vous faites? Vous serrez l'anus. Ce réflexe-là, il faut laisser tomber. Parce que plus vous serrez l'anus tout le temps, plus vous comprimez. Bon, ceux qui font les musculaires, je les laisse. Mais nous autres là, à la maison, les seaux, quand c'est trop lourd, ou quand les bassines, tout ça, quand c'est trop lourd, ne forcez pas, diminuez ce qui est dedans. Faites de tout, ça ne vous gêne pas. Encore que quand vous faites va-et-vient, là, ça vous donne encore bien pour la santé de faire des mouvements. Donc, ne vous pas chercher à vouloir tout prendre d'un seul coup et parfois même casser votre colonne vertébrale. Les femmes enceintes, ou tout le monde d'abord dormir sur les côtés, surtout les femmes enceintes qui ont déjà un bébé qui grandit dedans, préférez les côtés, surtout le côté gauche. Ça vous permet de libérer la veine cave inférieure et la veine porte qui ramène le sang du bas vers le haut. Et là, vous avez moins de chances de développer l'hémorroïde sur la grossesse. Voilà. C'est quoi la mauvaise position pour développer l'hémorroïde? Côté droit, d'abord, va provoquer l'ulcère parce que l'estomac va se renverser du côté opposé. Et du coup, quand vous mangez, vous allez avoir tout le temps de reflux chez la femme enceinte. À cause de que la grossesse d'abord pousse les organes vers le haut. Quand vous côté sur le côté gauche, côté droit, ça va vous donner plus de reflux et de l'ulcère. Maintenant, côté droit permet de remettre l'estomac à sa position. Vous n'allez pas avoir de reflux. Et ensuite, vous libérez la veine cave parce que la veine cave, ça passe par derrière là. Vous côté sur le dos également, ça fait comprimer la veine cave inférieure. Donc, c'est pour ça qu'on préfère. Tout le monde, côté gauche, c'est bien. Merci, docteur. C'est bon? C'est bon. C'est bon? Ok, très bien. Un mot de fin, Modeste. Il faut quand même prendre vos précautions, surveiller votre alimentation, même si toutes les fois on est poussé à avoir les hémorroïdes, les débuts d'hémorroïdes. Martial. Il faut apprendre à connaître son corps et avoir une bonne hygiène alimentaire, surtout. Docteur Edon? Oui, l'hémorroïde, c'est une vilaine maladie, comme je l'ai dit surtout. Quand vous l'avez, au début,
consultez pour qu'on vous dise ce qu'il faut faire, comment retrouver les facteurs de risque. Ensuite, vous aider à mettre au repos complètement les plexus hémorroïdaires, vous aider à s'en débarrasser. Sachez que ça se soigne et pour ne pas finir au stade de l'opération tout le temps. La prévention, l'hygiène de vie, c'est le plus important. Merci beaucoup, docteur. Nous sommes tous susceptibles donc d'avoir cette maladie. Pour l'éviter seulement, notre hygiène de vie, notre hygiène alimentaire doit pouvoir être prise en compte pour nous permettre de l'éviter au mieux. Mais si vous l'avez déjà, amis téléspectateurs, vous savez désormais ce qu'il faut mettre en place. Consultez, ne restez pas chez vous en cherchant forcément un remède traditionnel. Consultez déjà pour savoir ce que vous pouvez faire pour pouvoir vous en débarrasser. On en guérit, ne restez pas donc sur cette maladie-là. Amis téléspectateurs, je vous souhaite une excellente journée de ce mardi et je vous retrouve très vite demain.